Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur le Directeur général, il y a un petit peu plus d'un an, le ministère de la Santé n'avait pas de comité d'histoire. Et le ministre d'alors, depuis ils ont été un certain nombre à obtenir le poste, le ministre d'alors, Aurélien Rousseau, décidait de créer ce comité d'histoire et de m'en confier la présidence. Depuis cette date, nous avons organisé un certain nombre d'événements, dont le plus prestigieux, le plus marquant était sans doute l'anniversaire des 50 ans, du cinquantenaire de la loi Veil, avec une exposition, un colloque, une conférence, et qui a rencontré un grand succès. Quand il a été connu que la santé mentale serait grande cause nationale, nous ne pouvions pas passer à côté de cet événement et nous avons décidé d'organiser plusieurs conférences sur la santé mentale et vous assistez donc au premier numéro de ces conférences qui vont se dérouler tout au long de l'année 2025. En effet, d'ailleurs, cela a été rappelé au Conseil des ministres d'hier, la santé mentale est un sujet majeur de santé publique, puisque un Français sur 5 souffre de troubles psychiques divers, que la France est marquée par un taux de suicide extrêmement élevé, 200 000 tentatives de suicide par an, dont 9 000 se terminent par le décès du suicidant. C'est donc un sujet majeur qui va, à travers un certain nombre d'événements, émailler les rencontres scientifiques, sociologiques ou grand public au travers de cet événement, le bien-être dans sa tête, la santé mentale au travail, la santé mentale et la parentalité, la santé mentale et la précarité et le handicap. Nous entamons donc ce premier numéro, et c'est Hervé Guillemin qui va s'y coller, et je l'appelle donc à prendre les manettes de ça, avec les victimes qu'il a désignées. Hervé, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne conférence. Merci à toutes et à tous d'être là pour ces premières rencontres du comité. Je vais commencer par un aveu. L'intitulé de la rencontre me pose un problème. Comme plusieurs de mes collègues, je me suis plutôt défini comme un historien de la folie et de la psychiatrie, assez rarement comme un historien de la santé mentale. Mes collègues sociologues le feront certainement plus facilement, car le concept de santé mentale est à l'échelle de l'histoire des dispositifs de soins des souffrances psychiques trop récent pour que l'historien ne soit vraiment à l'aise avec celui-ci. Dans les textes officiels et dans la législation, le terme de santé mentale, alors il faut peut-être que je déplace un petit peu ce truc sans le fermer. On va essayer, c'est une... Voilà, vous avez admiré la dextérité. Dans les textes officiels et la législation, le terme de santé mentale n'apparaît pas régulièrement avant le XXIe siècle. La grande loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation n'utilise pas ce type de vocabulaire. On n'y trouve pas le terme de santé mentale. Mais les signes d'une évolution sont déjà là. La circulaire qui précède ce texte de loi de quelques mois, on est le 14 mars 1990, c'est le texte dont vous avez ici un extrait, donc circulaire du 14 mars 90, signé Claude Évin, intitulé donc relative aux orientations de la politique de santé mentale, donc cette fois-ci on a bien le terme qui est indiqué. Cette circulaire donne un aperçu de ce qui est entendu désormais par santé mentale. Un périmètre d'intervention plus large que la lutte contre les maladies mentales et qui cherche à promouvoir une représentation dynamique fondée sur le développement des aptitudes individuelles à la bonne santé. Cette circulaire consacre aussi un certain nombre de nouveaux acteurs de la santé mentale aux côtés des secteurs psychiatriques. Sont cités dans cette circulaire les services d'urgence des hôpitaux, les médecins généralistes, les établissements médico-sociaux, les associations familiales.
le texte insiste sur la mise en place de prévention ciblée sur les jeunes, sur les personnes âgées, et insiste aussi sur la nécessité de développer les connaissances en matière de santé mentale pour les patients, pour les familles et pour les citoyens en général. À partir du début des années 2000, la notion de santé mentale, esquissée donc dans ce texte des années 90, l'emporte largement, puis se diffuse dans la société avec l'aide de nouveaux acteurs. J'ai mis ici pour mémoire un des objets sur lequel le Psycom a travaillé, qui s'appelle le Cosmos mental et qui permet de diffuser de manière très large une nouvelle représentation de ce qu'on peut appeler la santé mentale. Cette circulaire, alors il faut que je reprenne ça, cette circulaire de 1990 est en fait une butte témoin des mouvements massifs qui touchent le soin psychiatrique. Elle intervient 5 ans à peine après l'adoption de la loi qui généralisait le secteur psychiatrique, une loi qui date de décembre 1985 et dont on pourrait ici commémorer les 40 ans. Sectorisation donc effective depuis peu et ici matérialisée de manière assez artisanale, il faut bien le dire, dans les archives de la Sarthe. Donc, vous excuserez un petit peu ce chauvinisme terrible. Hein. Je travaille à l'université du Mans, donc j'ai travaillé beaucoup sur les archives de la Sarthe. Donc une sectorisation matérialisée de manière artisanale sur une carte routière des années 70 et que j'ai retrouvée dans les archives publiques. La consécration de la notion de santé mentale intervenait donc très peu de temps après l'adoption de la règle du budget global obligeant les établissements psychiatriques à réduire le nombre de lits d'hospitalisation pour pouvoir développer les prises en charge ambulatoires et extra-hospitalières. Ces années 85-90 marquent indéniablement l'amorce d'un changement de paradigme, mais aussi représentent une des racines de la crise qui touche aujourd'hui la psychiatrie publique, sursollicitée par cette nouvelle conception élargie de la santé mentale, mais affaiblie pour des raisons diverses dans ses capacités à répondre à ces nouveaux enjeux. Alors existe-t-il une histoire de ce basculement des années 85-90 ? Eh bien non. Cette histoire de la santé mentale stricto sensu, qui commence donc entre 85 et 90, c'est le moment précisément où j'arrête mes recherches et c'est probablement le moment où s'arrêtent aujourd'hui la plupart des travaux des historiens et des historiennes. Alors pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, c'est déjà un peu notre temps, en quelque sorte, et qu'il est difficile de s'en extraire pour en faire l'histoire. La deuxième raison, et on va en parler tout à l'heure à propos des archives, parce que l'accès aux archives, et notamment aux dossiers patients qui sont devenus essentiels pour écrire l'histoire de la psychiatrie, sont moins accessibles. Dans les archives publiques que j'ai fréquentées, les fonds déposés sont souvent clos en 1972, et les dossiers qui suivent cette date sont souvent encore dans les services, et sont parfois même encore actifs. Troisième raison, parce que à partir des années 1980, et vous le voyez sur ces documents là aussi tirés de ce beau territoire qu'est la Sarthe, à partir des années 80, la diversité des dispositifs de soins rend la tâche très complexe pour l'historien. Hein, on a un éclatement des lieux dans la ville, Le Mans, mais aussi on a un éclatement des lieux de soins dans le département. Une diversification de la nature également de ces lieux de soins. Et donc pour tenir un discours sur les évolutions de la psychiatrie après cette date, après 1985-90, il faudrait une armée d'historiens et d'historiennes déployés au cœur de tous les secteurs, dans des institutions de plus en plus variées, dans des services aux cultures et aux pratiques distinctes, et aussi auprès d'acteurs nouveaux du champ, d'acteurs professionnels. En quelque sorte, et c'est un autre aveu, mais j'arrêterai ici les aveux, faire l'histoire de la santé mentale après 1985 est beaucoup plus difficile pour l'historien qu'écrire l'histoire d'une psychiatrie asilaire hyper centralisée. Je peux donc affirmer une première chose, c'est que l'histoire de la santé mentale n'existe pas ou n'existe pas encore. Mais les historiens de cette période,
après 1990 existent, il y en a quelques-uns dans la salle, et leurs objets, leurs pratiques, leurs archives ont changé considérablement. Ils ne sont pas étrangers d'ailleurs, ces pratiques ne sont pas étrangères aux idéaux de la démocratie sanitaire et aux espoirs de déstigmatisation de la maladie mentale qui ont émergé largement dans les dernières décennies. Ce que je vous propose donc, c'est de saisir de quelle manière les historiens contemporains de ce nouveau paradigme de la santé mentale travaillent sur l'histoire de la psychiatrie en proposant notamment un rééquilibrage des perspectives entre soignants et patients. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire du 19e siècle. Agathe va peut-être en parler tout à l'heure, ce 19e siècle qui voit émerger une discipline médicale spéciale dédiée à ce qu'on appelle alors l'aliénation mentale, rapidement servie par un dispositif institutionnel neuf et qui voit naître une loi française à la longévité assez impressionnante, la loi de 1838, qui sera modifiée en 1990. Puisque nous sommes ici dans le cadre des premières rencontres du CHAS et que nous œuvrons ensemble à la connaissance des politiques de santé publique depuis la création du ministère de la Santé en 1920, je vais me concentrer sur une période qui va grosso modo de la Grande Guerre aux années 1980 et mettre en évidence les temps forts d'une nouvelle politique de soins des souffrances psychiques et vous faire entrer autant que possible dans l'atelier des historiens et des historiennes qui écrivent cette histoire depuis une vingtaine d'années. Alors, si les bases du soin psychiatrique sont établies au XIXe siècle, le premier phénomène qui marque, à mon sens, le début du XXe siècle, c'est la massification de l'expérience psychiatrique. On n'est pas encore dans le paradigme de la santé mentale, mais on se préoccupe déjà de l'accès aux soins psychiatriques de nouvelles catégories de population. Les enfants, on a tardivement découvert les questions de psychiatrie de l'enfance dans la deuxième moitié du 19e siècle, et puis on a ouvert les premiers services pédopsychiatriques à la toute fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, et on peut donc, à partir d'un certain nombre d'archives, reconstituer quelques parcours d'enfants. Je vous renvoie ici au livre d'Anatole Lebras, qui reconstitue l'histoire de Paul Tesch, un enfant à l'asile. Les jeunes également, jeunes adultes notamment ces mauvaises jeunes filles prises en charge traditionnellement dans les institutions religieuses comme le Bon Pasteur et qui sont parfois prises en charge dans les hôpitaux psychiatriques publics. Je renvoie ici à la très belle web-série documentaire de David Niget et Véronique Blanchard qui s'intitule Mauvaise fille et qui présente notamment le portrait de Camille, patiente considérée comme hystérique. Les personnes âgées également, même si elles vont atteindre en fait des dizaines d'années pour qu'une prise en charge spécifique ne naisse véritablement, ce qu'on appelle les services de gérontopsychiatrie, qui se diffusent beaucoup dans les années 1960-1970, mais ces patients âgés sont présents dans les asiles et il existe à cette époque-là des dispositifs spécifiques pour ces personnes, notamment je pense aux colonies familiales du centre de la France, qui ont été étudiées par Marie Derrien et Mathilde Rossigneux-Meust. L'asile d'aliénés, après avoir été considéré comme un espace spécialisé qui refusait les incurables, par exemple au XIXe siècle, comme les enfants idiots, redevient au début du XXe siècle, sous l'effet de cette massification, un lieu généraliste où tous les groupes touchés par les fléaux identifiés par la société se retrouvent, les hommes alcooliques, les malades vénériens, je rappelle que les malades atteints de paralysie générale, le dernier stade de la syphilis, compte parfois pour un tiers dans la population des asiles dans la première moitié du XXe siècle. Ou encore les tuberculeux, et là ça met l'accent sur ce qu'on appelle la comorbidité, des patients psychiatriques du XXe siècle sont également des patients tuberculeux et on crée souvent des pavillons spécifiques pour ces malades dans les asiles. Cette prise en charge, donc massifiée, s'est généralisée sur tout le territoire dans les premières décennies du XXe siècle.
Le territoire, dans les années 30, est globalement couvert par le programme asilaire public ou privé. Parmi les derniers grands asiles produits sur le modèle du 19e siècle, il y a celui de Lannemezan, qui est un des derniers créés en 1937, donc dans les Hautes-Pyrénées, selon le modèle classique qu'on appelle le modèle français. Il va falloir attendre après la Seconde Guerre mondiale et les années 50 pour que se développe ce qu'on appelle l'hôpital-village, qui va devenir le modèle psychiatrique jusqu'au moins les années 80. Ce qu'on appelle aujourd'hui la file active d'un département a été multiplié par 4 ou 5 en l'espace d'un siècle, entre 1830 et 1930, et les asiles n'y suffisent plus, notamment à Paris, où on transfère en masse les malades chroniques vers la province, vers la Bretagne, vers la Haute-Saône, ce qui parfois fait réagir la presse française qui demande d'arrêter les transferts de malades mentaux parisiens vers la Seine. Bon, on sait que c'est une pratique, la pratique des transferts, qui est une pratique de crise qui a revu le jour il y a quelques années, qui n'a peut-être d'ailleurs jamais cessé. C'est un système qui se déploie dans le monde avec les empires coloniaux. D'abord, dans les colonies, on soigne par transfert ces patients, on les transfère vers la métropole dans les asiles existants, et puis on va créer les premiers hôpitaux psychiatriques dans les colonies françaises, à Madagascar, puis en Afrique du Nord. En bas à droite, vous avez une image de l'hôpital de Blida en Algérie, inauguré en 1933. Bon, cette massification géographique, sociale de l'expérience psychiatrique génère évidemment des critiques, vous vous en doutez. La psychiatrie, ou l'aliénisme comme on l'appelait au XIXe siècle, a généré immédiatement en quelque sorte un anti-aliénisme, on le sait, donc c'est en quelque sorte consubstantiel à cette histoire, mais avec cette massification psychiatrique, cette généralisation du dispositif de soins, eh bien les critiques se multiplient dans la presse, dans la littérature. Je vous ai mis ici 2 exemples que vous connaissez certainement, en tout cas la grande enquête d'Albert Londres chez les fous dans les années 1920, enquête, je ne sais plus comment on dit, embedded en quelque sorte. Il entre dans les asiles, il se camoufle, il se fait passer pour des personnages différents, et il enquête sur la condition des patients en asile. Et puis peut-être un petit peu moins connu, le numéro spécial de l'Assiette au beurre dans les années 1900, qui critique de manière extrêmement virulente, comme elle critique d'ailleurs à peu près toutes les autorités à l'époque, la manière dont on interne abusivement des patients, ou dont on maltraite en quelque sorte les patients. En quelque sorte, la psychiatrie est en grand débat entre les années 1900 et 1930, un peu plus même qu'elle ne l'a jamais été. Cette extension du domaine de la psychiatrie, perceptible donc dès le début du XXe siècle, débouche sur une première étape de l'histoire de la santé mentale, ce que je pourrais appeler la première étape de l'histoire de la santé mentale à proprement parler. Si on considère celle-ci comme un élargissement à l'ensemble de la population des problèmes de soins psychiques, il me semble qu'il se passe quelque chose au moment de la Grande Guerre. Alors certes, dès avant la Grande Guerre, des expériences illustrent l'évolution des manières de penser et de faire face aux souffrances psychiques. Le mouvement de l'hygiène mentale, issu des États-Unis et qui se développe à l'international entre 1910 et 1940, met l'accent sur la prophylaxie mentale au moment où on le fait déjà pour la tuberculose, pour l'alcool, pour les maladies vénériennes. Mais il est très difficile d'inclure en quelque sorte les espoirs, les pratiques de l'hygiène mentale dans le dispositif asilaire existant en France. C'est pourquoi il va en quelque sorte susciter des espoirs de réforme. Il existe aussi des expériences un petit peu plus microscopiques de soins psychiatriques dans les cliniques, notamment. Je renvoie au travail de Marie Derrien sur la clinique d'Esquerme dans le Nord, qui montre que dès avant la Grande Guerre, on essaye de transformer les prises en charge psychiatriques. Mais la Grande Guerre va complètement transformer l'échelle de ces expériences. Cette guerre d'un nouveau type, la Grande Guerre, met en évidence la production de nouveaux symptômes par l'expérience des tranchées, comme vous le savez.
on se questionne sur le possible avènement de troubles psychiatriques chez des individus apparemment sains d'esprit. C'est une idée qui vient bouleverser la traditionnelle représentation d'une folie qui serait héritée des tares accumulés le long des générations. Bon, vous avez tous lu Zola, vous voyez à quoi je fais référence. On réfléchit aussi, à cette époque-là, à une meilleure prise en charge de ceux qu'on appelle, je cite, les petits manteaux. Les petits manteaux, pour les opposer en quelque sorte aux grands psychotiques, aux grands fous qui auraient en quelque sorte, qui devraient être pris en charge par l'hôpital psychiatrique. Là, on met en évidence des petits manteaux, en quelque sorte, des gens qui devraient être pris en charge dans des dispositifs temporaires, sans internement, et donc sans internement, ça veut dire dans des services hors la loi. Donc il faut, pour réformer la psychiatrie, en quelque sorte, développer des choses qui sont hors la loi. Sinon, on ne peut rien faire. C'est un petit peu ce qu'on fait pendant la guerre à Sainte-Jeanne-sur-Loire, à côté d'Angers, lorsqu'on crée un service neuropsychiatrique où il s'agit de prendre en charge des soldats. Et évidemment, les soldats, surtout après 1916-1917, l'idée c'est qu'il faut les renvoyer le plus rapidement vers le front, de manière qu'ils ne se contaminent pas par une espèce de système d'hystérie collective pour rester à l'arrière. Eh bien, ces soldats, l'idée c'est de les prendre en charge dans un nouveau service, en dehors de l'hôpital psychiatrique, ou en tout cas en dehors des procédures classiques d'internement. Donc c'est un service hors la loi. C'est un service hors la loi qui va, comme d'autres, influencer des services, cette fois-ci pour les civils, des services dits libres, en quelque sorte, des services de soins psychiatriques sans internement, là aussi, en quelque sorte, une expérience qui va être réalisée par Édouard Toulouse à Henri Roussel dans les années 1920, expérience dont vous voyez sur cette caricature qu'elle génère des peurs intenses, c'est-à-dire qu'on associe, on assimile ces services libres de soins sans hospitalisation à un espace dont les fous vont sortir libres pour menacer en quelque sorte la ville. Bon, l'expérience est significative, elle a eu un grand impact, mais elle n'est pas généralisée du tout dans le dispositif psychiatrique, en tout cas pas à ce moment-là. Autre moment important, me semble-t-il, de cette politique de santé mentale à proprement parler, c'est un moment qui est peut-être pas assez connu, à mon avis, dans l'histoire de la psychiatrie, c'est le moment Front populaire. Marc Rucard, ministre de la Santé, est le maître d'œuvre d'une circulaire en date du 13 octobre 1937 qui incite chaque département à déployer un nouveau dispositif de soins fondé sur 4 ou 5 principes: la création de dispensaires d'hygiène mentale avec des consultations externes, donc on n'est pas dans le terme de santé mentale, mais hygiène mentale, on n'en est pas très très loin. La généralisation des services libres d'observation et de traitement, dont on vient de voir la préhistoire, la création de services sociaux aussi dans les hôpitaux, et puis une attention spécifique accordée à la psychiatrie infantile. Cette intention réformatrice s'accompagne d'un effort de médicalisation des institutions psychiatriques. C'est le moment, la Rucard 37-38, c'est le moment où on va changer le nom de l'institution. On passe de l'asile d'aliénés à l'hôpital psychiatrique. C'est tout à fait symbolique, mais en réalité, ça accompagne d'autres mesures de médicalisation. Par exemple, un effort mis sur la professionnalisation de la formation d'infirmiers, dont je vous rappelle que les infirmiers psychiatriques avant les années 1930, c'est les bonnes sœurs, essentiellement pas très chères, parfois très compétentes, mais pas très chères, internées avec les patients la plupart du temps, et puis des gardiens, des ouvriers, des gens de la campagne, avec un fort turnover. Là, l'idée, c'est de former des vrais infirmiers, et cet effort continuera dans les années 50 et jusqu'aux années 70. Et puis, autre effort de médicalisation, le recours à de nouvelles pratiques, comme les pratiques de choc, par exemple,
qui sont un vrai espoir de médicalisation, alors qui pour nous sont quelque chose qui, voilà, c'est un discours qui peut paraître surprenant, mais pour les psychiatres de l'époque, l'arrivée des traitements de choc chimiques, insuliniques, électriques, c'est quelque chose qui les sort en quelque sorte d'une certaine forme de torpeur thérapeutique. Et ils considèrent que, voilà, à la fin des années 30 et dans les années 40, ils sont dans un moment tout à fait neuf de traitement de la souffrance psychique. Bon, bah, comme vous le savez, on est en 1937-1938. Cette politique va être amorcée, mais avortée du fait de la guerre. Et donc, on va passer après la Seconde Guerre mondiale dans un autre dispositif qui va être transformé. Pas de dégâts, ça va. Transformé par plusieurs leviers que je vais essayer ici d'évoquer. Alors, le premier levier de transformation du dispositif de soins, c'est la surmortalité pendant la guerre. C'est ce que ma collègue Isabelle von Melsig-Sloven a appelé l'hécatombe des fous et qui a été rappelé et commémoré par le président François Hollande en 2016. C'est un rappel de cette surmortalité des patients. 45 000 malades des hôpitaux psychiatriques sont morts de faim, malgré les alertes lancées par les psychiatres, notamment en 1942. Ce que les historiens ont montré, c'est qu'on n'est pas du tout dans le cas de figure de l'opération T4 à la française. Il ne s'agit pas d'éliminer les patients, mais ce que ça montre bien, c'est le caractère mortifère de la forme asilaire, qui produit d'ailleurs toujours les mêmes effets dans quelque guerre que ce soit. C'était vrai pour la Première Guerre mondiale déjà. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu énormément de morts dans les hôpitaux psychiatriques, et même avant le déclenchement de la grippe espagnole qui a en quelque sorte aggravé la situation. Je renvoie ici au travail des collègues belges et luxembourgeois, Majrus notamment, qui s'appelle Vulnérable et qui parle de la mortalité asilaire en Belgique pendant la Grande Guerre. Le deuxième facteur, c'est justement la manière dont des psychiatres réformateurs vont, à partir de cette critique du caractère mortifère de l'asile, tenter une transformation de la prise en charge. Après 1945, les archives hospitalières, en tout cas celles que j'ai consultées, et sur lesquelles les collègues ont travaillé, montrent une hétérogénéité des expériences de transformation des hôpitaux. Parfois, ces transformations sont mues par les idéaux de la psychothérapie institutionnelle. Parfois, elles sont moins articulées à une théorie, mais à une même envie de combiner une prise en charge active des nouveaux patients sans hospitalisation de longue durée. On retrouve là la problématique des services libres, et donc l'idée ça va être de généraliser les services libres dans les hôpitaux, ce qui est fait assez rapidement après 1945, et puis de combiner ça avec un soin renouvelé des patients chroniques, ceux qui vont rester parfois dans les services fermés ou ceux qui vont rester 10, 20, 30 ans. Moi j'ai trouvé un dossier d'un patient dans la Sarthe encore qui est resté 50 ans à l'asile et qui a refait complètement sa vie, qui a travaillé à l'asile. Il est devenu le secrétaire de la direction. C'est lui d'ailleurs qui rédigeait une partie des archives sur lesquelles je travaillais. Cette période, il faudrait travailler sans doute un peu plus dessus. Elle génère beaucoup de nouvelles archives, beaucoup de nouveaux médias. Je vous en montre ici deux qui, moi, m'ont particulièrement intéressé. Elle suscite, par exemple, beaucoup de productions de films Super 8, puis de films VHS. On a l'impression, parfois, en regardant ces films, ce sont des films un petit peu institutionnels, mais on a parfois l'impression que ce sont des films de famille. On nous montre des vacances, des départs en voyage, à la mer. Ça, c'est la fête des mères à l'hôpital du Mans. On y fait du sport. Donc ça, il y a une production d'une nouvelle archive qui permet d'écrire aussi une nouvelle histoire, puisque les patients y contribuent fortement. Alors parfois, il faut un peu
limiter nos enthousiasmes. Hein. Le sport au Mans, on nous le décrit par exemple comme une espèce d'expérience révolutionnaire, thérapeutique révolutionnaire. En fait, on s'aperçoit quand on regarde le détail des équipes de sport qui allaient rencontrer tel asile à Rennes, tel hôpital à Rennes ou à Fleury-les-Aubrais, que c'était à 90% des infirmiers qui jouaient. Mais on emmenait tous les patients en quart, on sortait les patients en quart, donc il y avait quelque chose qui se passait quand même et qui est intéressant. Et il y a des nouveaux acteurs qui sont associés à ça, il y a des associations, je pense par exemple à l'association des Croix Marines qui a joué un rôle très très important dans cette période. Allez-y. Hop. Le troisième levier, c'est la systématisation du recours aux médicaments. Alors, il faut arrêter avec cette représentation de la révolution chimiothérapeutique des années 50. Il y avait des médicaments, il y avait des choses qui étaient utiles et utilisées dès le 19e siècle dans l'asile, par exemple le bromure, qui était très très utilisé. Mais évidemment, en très peu de temps, au début des années 50, l'avènement des neuroleptiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs, du lithium, leur production industrielle va transformer les prises en charge. Pas forcément rapidement, ça, mon collègue Majrus l'a bien montré dans notamment un de ses articles. Ça n'a pas remplacé immédiatement les autres pratiques, on a continué à faire des chocs. C'est même le moment où se développent les neuroleptiques en 1952, où c'est l'apogée de la psychochirurgie et de la lobotomie, donc ça ne remplace pas du tout, en quelque sorte, les autres pratiques. Ça se fait très très lentement, de manière très très expérimentale, mais évidemment, ça va transformer les pratiques, ça va générer de nouveaux rituels. Le rituel de la distribution, ça va générer aussi la transformation du rôle de certains acteurs, les médecins généralistes, qui sont, on le sait aujourd'hui, des grands prescripteurs de ce type de molécules. Donc des nouveaux rituels, le rituel de la distribution de médicaments représenté ici par un soignant de la Sarthe dans les années 80, mais aussi des nouveaux problèmes, parce que un comprimé neuroleptique, vous le savez bien, on peut le planquer, on peut le cracher, etc. Et donc on s'inquiète assez rapidement de ceux qu'on va appeler les évadeurs de la chimiothérapie, qui est représenté sur cette publicité américaine. Le médicament se transforme pour s'adapter à cette nouvelle situation, et à la fin des années 60 arrive ce qu'on appelle l'injection retard, l'injection neuroleptique retard, qui va permettre en quelque sorte de continuer à faire sortir des patients avec leur traitement, mais d'arriver en quelque sorte à contrôler la compliance, comme on dit, de ces patients. Le quatrième, je vous rassure, il n'en reste plus beaucoup, le quatrième levier de transformation, c'est l'insertion accrue du système de soins psychiatriques dans un cadre international. On en a deux indices essentiellement, il y en aurait certainement d'autres. Le premier indice, c'est la standardisation des classifications. Si vous regardez les classifications qui sont utilisées, je ne sais pas si Agathe, tu le confirmerais pour Charenton, mais avant la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression que chaque psychiatre à peu près a sa classification. C'est vraiment très très hétéroclite. Après 45, mais je dirais plus encore après 60 et 70, on assiste à une vraie montée en puissance des classifications internationales et à leur usage. Parce que ce n'est pas le tout d'inventer, il faut que ce soit utilisé. Pour ça que je dis plutôt, moi je vois beaucoup les statistiques diagnostiques un peu se construire plutôt dans les années 60, mais peut-être vous aurez d'autres points de vue. En tout cas, la psychiatrie entre tranquillement dans une ère statistique systématique standardisée. Oh merde. Je ne savais pas que ça allait déclencher des... Ah oui, c'est le DSM, forcément, ça déclenche tout de suite des choses incroyables. Dans le même temps, dans le sillage des impulsions de l'Organisation mondiale de la santé, se diffuse la notion de santé mentale dont j'ai parlé en introduction de ce papier. J'ai fait, c'est pas bien du tout, hein, j'ai fait un peu de bibliométrie en utilisant le méchant Google. J'ai fait ce qu'on appelle un Google Ngram en entrant les termes de santé mentale. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais là, ça montre bien comment, dans
le corpus très imparfait des bouquins de Google, de monsieur Google, eh bien, la santé mentale, c'est un terme qui commence à se diffuser dans les années 40 et 50, notamment sous l'impulsion des définitions de l'OMS, et qui va exploser dans les dernières décennies. Claude-Olivier Doron avait fait un travail un peu du même type dans son article sur l'émergence du concept de santé mentale. Le cinquième, il y en a 16 ou 17, je crois. Non, il y en a 6. Le cinquième levier, c'est la transformation de l'échelle de la prise en charge, ce qu'on appelle à proprement parler la politique de secteur. Alors, la politique de secteur, c'est pas une politique antipsychiatrique, hein, c'est pas une politique de désinstitutionnalisation, c'est une politique de transformation de l'institution post-asilaire qui met énormément de temps à se généraliser, à se concrétiser. Elle est pensée après la guerre, elle est expérimentée dans les années 50, elle est propulsée politiquement dans les années 60, généralisée dans les départements en 72. Et puis, dans les années 80, se multiplient les structures extra-hospitalières qui arrivent véritablement à ce système à maturité dans les années 90. C'est quoi la politique de secteur? Eh bien, c'est un principe de prise en charge d'un bassin de population par une équipe pluridisciplinaire. C'est précisément ce principe qui est aujourd'hui remis en cause par l'avènement plutôt de pôles spécialisés d'intervention auprès de populations données. Hein, là, on a perdu en quelque sorte la dimension géographique. Bon, je suis un historien. Perdre la géographie, c'est pas terrible, mais quand même pour le secteur, c'est important. Cette politique génère une vraie transformation des pratiques. On le voit bien dans les archives. J'avais fait, moi, un entretien avec une infirmière au Mans qui m'avait expliqué ce qu'avait changé justement le secteur pour elle très concrètement. Elle avait expliqué la chose suivante, c'est plus le malade qui vient à l'hôpital, c'est le malade qui est chez lui qui vous reçoit. Ça permet de comprendre beaucoup mieux l'histoire du malade. Sortir de l'hôpital pour un infirmier, c'est le début d'un autre métier. C'est effectivement plus un malade qu'on va voir, mais un sujet. La sixième et dernière, le sixième et dernier levier, c'est que cette politique de secteur a été servie par l'avènement de nouveaux personnels, psychologues, assistantes sociales, et par l'avènement notamment de l'infirmier de secteur psychiatrique, dont l'existence brève dans l'histoire, 73-1992, est un bon marqueur des évolutions. Chacun de ces nouveaux acteurs produit une nouvelle écriture de la maladie mentale qui apparaît dans les dossiers de patients sur lesquels je travaille. Ces années du secteur au sens large, donc années 50, années 90, c'est un peu l'âge d'or du dossier patient pour l'historien. Il est d'ailleurs difficile de savoir sur quel dossier travailleront les historiens qui se pencheront sur l'époque du paradigme de la santé mentale. Il y a des vrais enjeux de conservation. Quand on parle avec les professionnels du soin aujourd'hui, on voit qu'il y a des pratiques très très différentes qui sont contraintes pour des raisons juridiques. Il y a la question du dossier numérique. Enfin, tout ça fait que je vais peut-être rester sur les années 50 à 90. Alors, quel récit, ça sera la dernière partie de mon intervention, quel récit les historiens donnent-ils à lire sur cette époque 1910-1990 ? C'est ici que l'interrogation du lien entre notre temps tourné vers cette notion de santé mentale très imparfaite pour décrire l'histoire du XXe siècle, eh bien, prend son sens. Au fond, à l'image des principes de la démocratie sanitaire et d'une psychiatrie qui promeut les principes de la réhabilitation, en s'interrogeant notamment sur la nature des traitements proposés, les historiens et historiennes cherchent à écrire une histoire centrée sur l'expérience des patients. Depuis une vingtaine d'années, la perspective s'est rééquilibrée en adoptant plus régulièrement le point de vue des souffrants et non plus seulement celui des soignants. Benoît Majerus est parmi les fous. Laure Murat s'intéresse à l'homme qui se prenait pour Napoléon. Anatole Lebras parle des aliénés. Et puis moi, j'ai écrit donc sur les schizophrènes. Il ne nous paraît plus possible aujourd'hui d'écrire sur la santé mentale sans chercher à retracer les parcours des concernés,
à comprendre les effets des diagnostics et des thérapies, à saisir la sociologie, l'âge, le genre ou la race des concernés. L'approche intersectionnelle permet notamment de comprendre de quelle manière la psychiatrie peut être mobilisée pour marginaliser des populations spécifiques, les femmes migrantes par exemple. Et lorsque cela est possible, d'essayer de comprendre leur histoire en dehors de l'institution, c'est très difficile, en relation avec les familles, par exemple, qui restent un parent pauvre de cette histoire de la psychiatrie. Cette manière d'écrire est un geste historiographique qui contribue à déstigmatiser la maladie mentale. Il bénéficie du travail des archivistes d'hôpitaux, des archivistes publics, qui, ayant compris l'intérêt des dossiers patients pour écrire cette histoire, ont sauvé ou sauvent actuellement des séries entières qui permettent de faire l'histoire de France du XXe siècle du point de vue des soignés. Nul doute qu'il est possible d'écrire de ce point de vue et avec ces archives l'histoire de la guerre d'Algérie de mai 68, des crises des années 70, mais aussi l'histoire des croyances, des transformations sociales de cette époque, pour ne citer que ces exemples. J'en arrive à ma conclusion. Logiquement, les héros de cette histoire ne sont plus les mêmes. C'est la Henriette d'Isabelle von Belsing-Sloven, c'est le René de Philippe Artière, ou c'est l'Élisabeth d'Adèle Lyon. Et par-delà les usages académiques des archives psychiatriques, d'autres usages, plus artistiques, se révèlent producteurs de connaissances. Cela m'amène donc à ma conclusion. Un des rares acteurs de cette histoire à ne pas encore avoir été au centre du récit, ce sont les familles. Cette histoire de la dimension familiale de la santé mentale, pourtant si importante, pourrait être prolongée avec l'étude des acteurs associatifs de plus en plus actifs dans une période de déprise du personnel médical. J'en ai encore une fois une bonne illustration avec le rôle de l'UNAFAM, créé dans la Sarthe dans les années 1980 et qui joue, me semble-t-il, maintenant un rôle majeur dans le dispositif de soins. Un des effets les plus intéressants de cette pratique historienne dans les archives et de cette écriture renouvelée de l'histoire de la psychiatrie, c'est la demande sociale forte qui émerge depuis quelques années de la part d'enquêteurs, d'enquêtrices amateurs qui ont dans leur famille une hospitalisation psychiatrique ancienne et qui pèsent sur le récit familial. Ils contactent les historiens, ils contactent les historiennes. Le travail d'Adèle Lyon, que j'ai déjà cité, sur son arrière-grand-mère lobotomisée dans les années 50, à partir des archives psychiatriques et de correspondances familiales, représente la pointe émergée d'un iceberg. Les descendants de ces concernés de l'époque de la massification du dispositif psychiatrique entre les années 1910 et 1990, que j'ai décrit durant cette conférence, sont en train de se muer en historiens et en historiennes. Les historiens et historiennes professionnels doivent les accompagner dans cette recherche. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à Hervé Guillemin pour sa conférence d'introduction. Et je vous propose maintenant de passer à une table ronde à laquelle j'invite donc Agathe Méridjian-Manoukian, le docteur Anne-Marie Dubois et le docteur Camille Laran pour continuer cet échange autour de la psychiatrie et la santé mentale. Merci donc beaucoup à Hervé d'avoir introduit le propos et d'avoir planté un petit peu le décor, donc avec une perspective historique importante, puisque on a compris que depuis 1980, ça devient difficile de faire de l'histoire de la santé mentale. Et donc, je vais commencer peut-être par me tourner vers Agathe Méridjian-Manoukian, qui a fait un travail justement d'historienne autour de l'hôpital de Charenton. Donc, Agathe, vous êtes doctorante en sociologie au sein de l'Institut des sciences sociale du politique à l'Université Paris-Nanterre et surtout vous avez aussi une expérience d'archiviste puisque vous avez passé dans le cadre d'un contrat CIFRE un certain temps aux archives départementales du Val-de-Marne pour traiter les archives donc, de l'hôpital, de la maison de Charenton et ce qui vous a permis d'ailleurs de faire ce qu'on fait rarement quand on est en stage comme ça ou en contrat dans un service d'archives, c'est de non seulement de rédiger une thèse mais surtout de monter une exposition sur le fonds d'archives que vous avez classé. Donc peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez trouvé dans ce fonds et comment finalement par rapport à ce qu'a présenté Hervé, vous retrouvez un petit peu les éléments. Oui, merci. Alors du coup, après les archives de la Sarthe, moi je suis assez monomaniaque que sur un hôpital, hein, je parle que de la maison de Charenton, qui est en fait une institution à la fois connue et très méconnue, je pense, de l'historiographie sur la psychiatrie ou sur la santé mentale, même si effectivement ça s'applique pas forcément très facilement du point de vue
de l'archiviste. Notamment, et là je pense que c'est important parce qu'il y a un rapport à comprendre entre l'institution et ses archives qui est que très vite et très tôt, elle a mis en place un discours sur elle-même dès le début du 19e pour justifier l'avènement de l'aliénisme, de cette nouvelle discipline. Donc elle a très vite écrit des monographies, notamment par son médecin en chef qui s'appelait Esquirol, et donc qui n'était pas le moindre des psychiatres. Et on arrive par exemple en 1906 à un versement des archives anciennes qui datait notamment de la maison religieuse qui était là auparavant en 1641, un versement des archives aux archives nationales. Et c'est pas quelque chose de très normal pour un hôpital d'avoir ce rapport-là patrimonial à ses archives. Donc il y a quand même une écriture de l'histoire, notamment par les médecins, qui est venue très rapidement légitimer ce qui se passait entre les murs de la maison de Charenton. Et ça se voit du coup dans les archives qui restent aujourd'hui. En fait, c'est des archives extrêmement travaillées, retravaillées. Alors évidemment, on voit aussi on voit la clinique, bien sûr, on voit la comptabilisation statistique des médecins sur les cas. On voit comme dans tous les fonds d'archives, on voit l'histoire administrative, l'histoire politique, l'histoire des hôpitaux à travers le fond. En fait, quand on classe, alors là, dans mon cas, c'était environ 130 mètres linéaires d'archives mis bout à bout, quelques vidéos. Il y avait une vidéo d'une cassette d'une Olympiade entre le personnel de la PHP et de la maison de Charenton, mais comme la maison de Charenton perd, j'ai perdu la vidéo aussi. Donc voilà. Mais donc beaucoup de papier. Et donc on voit l'introduction déjà de registres très sériels pour toute la patientèle. Donc ça, c'est les fameux livres de la loi de 1838, donc qui sont antérieurs pour le coup à Charenton. On voit l'apparition justement, quand tu le disais tout à l'heure, de la période des syphilitiques, des paralysés généraux. Du coup, se mettent en place des fiches extrêmement nombreuses pour ficher et comprendre l'évolution de cette maladie, qui est en fait une maladie face à laquelle l'aliénisme du début du XXe siècle ne peut rien, à part constater le décès. Et ensuite, on voit toutes ces continuités administratives en fait au fil des hôpitaux qui changent peu vis-à-vis des supports, et donc aujourd'hui on en arrive à des archives numériques. Certes, en même temps, on continue la cohabitation avec le papier, on continue à imprimer, même avec un dossier patient, on continue à travailler sur les deux. Donc les archivistes parlent plutôt d'un environnement mixte qu'il faut prendre en compte effectivement pour la suite. Et quand tu le disais, il faut commencer aussi peut-être, je pense, à avoir, c'est le cas, hein, à avoir des réflexions en amont sur ce qu'on veut archiver, parce que de fait, ce qui survit le plus facilement, alors même dans le cas spécial de la maison de Charenton, qui était très soigneuse dans le travail de ses archives. Enfin, moi, j'ai trouvé un nombre de classements des archives anciennes au 19e et au 20e siècle qui est hyper impressionnant. On voit qu'elles sont utilisées, réutilisées, citées, déplacées, réorganisées différemment. Donc, il y a vraiment un soin de la conservation de son patrimoine pour la clinique et aussi pour une certaine publicité de la médecine. Mais même dans ce cas-là, par exemple, moi, j'ai pas de dossier patient à la maison de Charenton, ce qui est quand même un peu embêtant pour une doctorante sur le marché de la recherche actuelle, je vous l'avoue. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé d'autres choses et surtout, je sais que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un moment où l'institution, parce qu'il n'y avait pas d'archiviste là pour l'encadrer en l'occurrence, a décidé que les dossiers patients n'avaient pas d'utilité directe. Ils n'étaient plus en train de l'utiliser. Et donc là, je me dis que peut-être qu'aujourd'hui, parce que moi aussi, je me suis retrouvée en salle de lecture aux archives avec des personnes qui avaient des questions sur des membres de leur famille, sur des ancêtres, à ne pas avoir forcément ces espèces d'archives qui parlent tout de suite d'une trajectoire, quand bien même elle est écrite par le médecin. Je pense que surtout le travail, c'est de penser un peu en amont à qu'est-ce qu'on peut essayer de conserver aujourd'hui qui sortent d'une histoire institutionnelle évidente de la direction. En l'occurrence, moi, les dernières archives que j'ai classées en termes de date, c'est des archives de la direction, et là, je les ai rentrées jusqu'en 2000. Mais effectivement, quand on sort de la Seconde Guerre mondiale, alors que paradoxalement, on est au moment où on n'a jamais autant sorti de papier, en fait, dans les institutions publiques. J'avais un collègue qui disait, moi j'adore la période contemporaine comme archiviste, parce que ça déborde de partout, c'est génial, c'est des raz-de-marée. Et c'est finalement là où on commence aussi de plus en plus à affiner. Et du coup, peut-être, c'est là où il faudrait essayer de réfléchir à conserver cette espèce de voix du patient, de voix de ces professions subalternes, des infirmiers. Et peut-être, pour faire en deux mots le passage vers l'exposition, en l'occurrence, elle s'arrête en 1920. Alors déjà, c'est là où ma thèse aussi se clôture, là où j'en étais, aussi pour des raisons de communicabilité, comme l'idée c'était quand même de montrer des archives, c'était assez bien de terminer en 1920, parce qu'officiellement, et c'est un changement de paradigme aussi en termes de politique, est décidé une restructuration de la maison de Charenton pour qu'elle devienne une maison maternelle nationale. Alors, toutes les archives deviennent ensuite estampillées maison maternelle nationale. En réalité, la psychiatrie continue d'une manière semi-illégale, assez curieuse. Et moi, il fallait que je comprenne si on parle bien d'une maternité ou de la psychiatrie, parce qu'il y a quand même un service de maternité. Mais du coup, on termine là sur cette espèce de... Et c'est l'enjeu de ma thèse, c'est quelle espèce de fin de politique publique on est en train de montrer? Est-ce qu'on arrive sur une nouvelle ère de la psychiatrie?
Et donc, c'est ça que je saisis. Et du coup, dans l'exposition, finalement, on a, même pour cette période-là, dû chercher des espèces de paroles qui n'étaient pas les voies institutionnelles. Alors, comme tous les historiens, on a appris à le faire. De toute façon, l'enjeu de la parole au sein de l'hôpital et dans les archives psychiatriques, elle est omniprésente parce que c'est par la parole qu'on diagnostique. Et en même temps, on doute en permanence de la parole. Donc, on a essayé de la retrouver. Et en fait, je pense que c'est surtout passé pour le coup par montrer réellement la matérialité des archives, c'est-à-dire réellement les mettre en vitrine, alors en faisant attention et en couvrant les fenêtres, mais à réellement les présenter. Il y avait une discussion avec la chargée d'exposition qui est beaucoup plus habituée de médiation muséale, qui s'appelle Elodie Belkov, qui, elle, du coup, a ses réflexes aussi d'aller chercher des plans aquarellés, plus visuels, des photographies. Et moi, je tenais en tant qu'archiviste à ce qu'on voit vraiment les archives dans leur matière administrative pure, parce que c'est réellement l'empreinte du travail de l'hôpital, qu'on voit ce que c'est un registre de la loi du 19e qui est énorme, qui pèse 4 kilos, qu'on comprenne qu'il est sur un pupitre, en fait, qu'on ne se balade pas avec toutes les 5 minutes, à l'inverse des débuts des dossiers patients qui sont pratiques pour faire le tour de ronde des malades et pour glisser de temps en temps des écrits médicaux qu'on va mettre sous vitrine. Mais il faut aussi voir la réalité, et c'est qu'en fait, on n'a pas tout le temps cette parole-là mise dans le dossier. C'est un cas exceptionnel. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais passer peut-être maintenant la parole au docteur Anne-Marie Dubois, qui a cette double casquette assez intéressante aussi, puisque vous êtes à la fois donc la responsable scientifique du musée Sainte-Anne, donc à l'hôpital Sainte-Anne, et vous êtes en même temps médecin psychiatre, donc vous avez cette double formation à la fois médicale et, je dirais, patrimoniale. Absolument. Effectivement, je suis à la fois psychiatre et responsable scientifique d'un musée qui s'appelle, pas le musée de Sainte-Anne, mais le musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne. C'est important parce que ça couvre effectivement, ce musée couvre une période qui commence au milieu du 19e siècle. Alors, effectivement, je m'occupe d'archives d'une nature différente puisque ce sont des productions artistiques des malades mentaux. Alors, il faut quand même que je resitue l'hôpital Sainte-Anne dans cette histoire pour comprendre pourquoi, dans cet hôpital, il y a la création maintenant d'un musée reconnu comme musée de France depuis 2016. Or, l'histoire a commencé 100 ans plus tôt. Dès l'année 1900, il y avait à Sainte-Anne des psychiatres comme le docteur Marie, par exemple, qui s'occupaient de rassembler les œuvres de leurs patients. C'était des productions évidemment totalement spontanées à l'intérieur des asiles, puisque c'était encore un asile. Et puis, en Europe, il y avait d'autres psychiatres comme Morgan Taylor, comme Prinzhorn et comme à Turin, j'ai oublié son nom, Lombroso, et qui avait le même intérêt pour la collecte des productions artistiques de leurs malades. À l'époque, la raison de cet intérêt était un intérêt culturel, mais c'était aussi une façon d'essayer de connaître autrement les patients dont ils avaient la charge. Les choses ont beaucoup évolué à ce moment-là à Sainte-Anne, puisque dans cet hôpital, il y avait qui est un hôpital psychiatrique ancien, qui est devenu hôpital psychiatrique dès 1867, enfin peut-être pas au sens où vous le dites, mais au sens d'un remaniement de sa structure asilaire. Et à partir des années 30, il y a eu dans cet hôpital de nombreuses rencontres, j'allais dire interdisciplinaires, c'est-à-dire que se sont rencontrés des écrivains, des surréalistes, des peintres surréalistes, des psychanalystes, les premiers psychanalystes en France et des psychiatres. Et c'est ce bouillonnement culturel qu'il y a eu à Sainte-Anne a abouti à la réalisation, par exemple, de fresques réalisées de fresques de salles de garde réalisées par un groupe de surréalistes et par et par certains psychiatres. Donc, c'est sur ce terrain-là que l'intérêt des psychiatres et l'intérêt de cet hôpital pour les productions des malades s'est conforté jusqu'à 1946 où, au sortir de la guerre, où cet hôpital avait eu la chance de ne pas être un hôpital complètement ravagé par les morts pour des raisons très, très particulières.
Il y a eu, au contraire, à ce moment-là, des artistes qui ont été protégés dans l'hôpital, des artistes juifs protégés dans cet hôpital. Donc, au sortir de la guerre, en 1946, l'hôpital et certains de ces artistes, dont Schwarz Sabris par exemple, ont décidé d'organiser une exposition de ce qui s'était produit tous ces derniers temps dans les hôpitaux. Encore une fois, c'était pas du tout des outils thérapeutiques ou des choses produites dans des ateliers thérapeutiques. Ça ne vient que beaucoup plus tard. En 50, c'est une période clé parce que c'est Jean Delay, l'académicien, qui est chef de service du service dans lequel je travaillais d'ailleurs, pas bien après, mais et qui a organisé le premier congrès mondial de psychiatrie. Et en marge de ce premier congrès mondial de psychiatrie, il était déjà ami de Michaud, il connaît ami de Ferdière, etc. Donc autant de personnes qui étaient autant dans le soin que dans la culture et dans la création. Donc il a organisé une première exposition internationale, puisqu'il y avait 18 pays différents qui ont participé, où il a demandé à ces pays d'apporter les productions artistiques des patients. Bon, je passe sur tout ce qui s'est passé. Ça a eu énormément de retentissement dans la presse. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir toutes ces archives-là, de 46 et de 1950, parce que mes prédécesseurs ont été très prudents, et qu'on a ces archives-là en dehors de toutes les œuvres qui avaient été collectées depuis la fin du 19e siècle. En 50, c'est tout ce qui avait été une partie de ce qui avait été exposé qui a été donné à l'hôpital et qui c'est au fond le point de départ de la constitution de cette collection qu'on appelle collection Sainte-Anne, avant que le musée soit reconnu comme musée de France. Mais alors entre 50 et 2016, imaginez le nombre, le travail qu'il a fallu faire pour rassembler les œuvres. Moi, quand je suis arrivée en 96, il n'y avait pas d'inventaire, il y avait donc tout ce travail a dû être fait. Et puis tout un travail aussi de pensée par rapport à ces productions. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça rime de construire un musée, enfin de créer un musée dans un hôpital psychiatrique? Pourquoi dire? Pourquoi faire? Et c'était tout le sens des recherches qu'on a fait à partir de ce moment-là. Après les années 50, ces productions de malades étaient beaucoup utilisées comme un outil de projection éventuelle de la santé psychique des gens. Ça a été sous l'influence des idées psychanalytiques et des idées interprétatives. Ça a, Dieu merci, beaucoup changé. Enfin, en tout cas, on s'arrange pour que les choses changent à ce niveau-là, tant il est vrai, tant on a pu démontrer que les productions des malades, qu'elles soient dans un atelier thérapeutique comme aujourd'hui ou qu'elles soient comme autrefois des créations spontanées, ne sont pas le reflet direct de leur pathologie psychiatrique ou de leurs symptômes. C'est pour ça qu'une des missions du musée, de notre musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne, c'est de déstigmatiser ces œuvres et par là même de déstigmatiser les malades mentaux, enfin, les patients, pour dire que la nécessité qui est la leur est d'une autre nature. C'est une nécessité de rendre compte de leur vie imaginaire peut-être. C'est pas toujours la nécessité de rendre compte d'une souffrance, c'est plutôt la nécessité de rendre compte d'un monde de réparation. Et puis, dans toutes ces œuvres qui constituent maintenant l'inventaire de notre musée, il y a aussi beaucoup d'œuvres de patients qui étaient malades avant d'être hospitalisés et qui, par là même, ont fait des productions qui s'inscrivent dans une histoire de l'art et qui s'inscrivent pas forcément dans une histoire de l'art pathologique. Donc, la mission, c'est ça, c'est de stigmatiser ces œuvres et surtout, et les séparer de ce qu'elles ont subi comme assimilation, c'est-à-dire que pendant longtemps et encore aujourd'hui, on assimile beaucoup les œuvres produites par des malades, que ce soit spontanément encore ou dans des ateliers thérapeutiques, à des œuvres d'art brut. Or,
Sinon, si on prend la définition de Jean Dubuffet, qui est l'art brut, c'est un art exempt de toute référence culturelle. Vous imaginez bien que tout malade hospitalisé en psychiatrie ou malade de psychiatrie n'est pas exempt de toute référence culturelle. Donc, néanmoins, comme au début de sa collecte, Jean Dubuffet, dont la collection maintenant constitue le musée d'art brut de Lausanne, Jean Dubuffet, dans le début de sa collecte, a fréquenté énormément les hôpitaux psychiatriques. Donc tout ça, ça a fait une énorme confusion qui fait qu'encore aujourd'hui, parfois, les œuvres de patients ou de personnes ou d'artistes qui ont été malades sont assimilées à de l'art brut, ce qui n'est pas vrai. Je vous invite à venir voir des expositions dans notre musée. On expose en général ces œuvres autour de thèmes et autour de thèmes en prenant, et je m'arrête là, en prenant à la fois des œuvres de la collection et à la fois des œuvres d'art contemporain ou d'époque qui leur correspondent, puisque ça va de 1848 à aujourd'hui. Eh bien, on fait des cartels neutres, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, évidemment, si on met le nom des artistes qu'on présente, mais on met pas, on met les techniques, la date, etc. Mais on ne dit pas celui-là il est malade, celui-là il n'est pas malade. Alors, à mon grand désespoir, quand les gens arrivent souvent, moi maintenant, depuis 10 ans, ça va mieux. Les gens se demandent, celui-là c'était un malade, celui-là c'est qui? Pour autant qu'ils ne connaissent pas Annette Messager ou je ne sais pas qui. Donc, voilà. On ne met rien et ces œuvres sont présentées comme des véritables œuvres, pas de fou, ni d'art brut. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Laurent, je me tourne vers vous. Donc, vous êtes psychiatre actuellement, donc le service de psychiatrie et d'addictologie du professeur Lejoyeux à l'hôpital Bichat. Et surtout, vous avez une double activité puisque vous êtes à la fois psychiatre de liaison et en même temps, vous avez aussi une activité de consultation orientée vers les troubles neurologiques fonctionnels, ce qu'on appelait autrefois l'hystérie. Donc l'hystérie, évidemment, tout le monde pense à Charcot, la Salpêtrière, et donc on revient vers l'histoire. Tout à l'heure, Hervé Guillemin évoquait la nécessité d'un rééquilibrage des perspectives entre les soignants et les patients. Agathe a aussi une formulation un petit peu de ce niveau-là. Alors finalement, vous aujourd'hui qui êtes plutôt donc dans la psychiatrie active et donc dans la prévention des malades, comment voyez-vous un petit peu les choses? Et on évoquera après aussi le sujet des sources. Quand j'entends un historien parler de la question des archives notamment et aussi la question des archives, ça, en quelque sorte, ça fait découvrir une nouvelle crainte en tant que psychiatre du quotidien, qui est celle du fait qu'on va être lu par des historiens. C'est-à-dire que quand on écrit, nous, dans les dossiers des patients, on a vraiment une conscience forte du fait qu'on va être lu par notamment le patient qui a désormais, pour qu'il ait le droit d'accès à son dossier médical a été amélioré, qu'on va être lu potentiellement par un juge dans le cadre des soins sous contrainte ou dans le cas de difficultés judiciaires dans la prise en charge, qu'on va être lu par des collègues médecins mais non psychiatres. Dans ma pratique de psychiatrie de liaison, j'ai bien conscience que quand j'utilise certains termes dans le dossier qui vont être lus par un orthopédiste ou un gastro-entérologue, ça peut être mal compris, ça peut porter préjudice au patient. Si je parle de troubles psychopathiques, si je parle de mélancolie, ces choses-là ne vont pas être comprises et pourraient stigmatiser le patient. Donc il y a une forme peut-être un petit peu d'autocensure dans ce qu'on écrit dans les dossiers médicaux. La question du secret médical aussi est très importante actuellement. Et en même temps, il y a aussi un soin particulier qui est porté à la tenue des dossiers. Ça fait partie comment dire, des mesures de qualité des soins, le fait qu'il y ait une forme d'exhaustivité, que tout soit tracé. Donc je pense que ça peut aussi enrichir la lecture par les futurs historiens, si ça les intéresse.
Alors déjà, je vais peut-être essayer de vous apaiser un petit peu quant à vos craintes. Le législateur est un sage et donc le législateur a prévu un certain nombre de mesures et notamment les documents qui sont protégés au titre du secret médical ne sont évidemment pas communicables à tout le monde. Et transmettre des archives à un service d'archives, ça n'est pas les mettre immédiatement sur la place publique. Par exemple, au service des archives de la PHP, nous avons récupéré des registres de la loi. Évidemment, nous attendons que les délais soient échus pour les communiquer. Et une communication anticipée passe nécessairement par l'accord du médecin. Et évidemment, on ne va pas les communiquer comme ça parce qu'on a bien conscience que ça met en jeu des vies, aussi bien effectivement l'auteur du dossier, le médecin, que les personnes qui sont donc désignées dans les dossiers. Donc, on essaye d'équilibrer entre la soif de connaître des historiens, celle également des patients qui peuvent avoir envie d'accéder à leur dossier pour lesquels il y a des mesures particulières, et puis un petit peu la crainte. Et votre remarque est très intéressante parce que dans une vie antérieure, dans un autre service, j'ai rencontré les mêmes craintes avec des personnels des services de protection judiciaire de la jeunesse et qui ne voulaient pas verser leurs notes parce qu'ils craignaient que ça porte tort à leurs patients. Et on essaie de leur expliquer, mais ça ne va pas du tout leur porter tort. On ne va pas mettre ça sur la place publique, il y aura des règles, un encadrement strict. Il y avait une espèce de crainte et ils préféraient détruire ces notes que de les verser à un service d'archives publiques. Donc évidemment, mon petit cœur d'archiviste a toujours un peu saigné, mais enfin, il s'en est remis. Et voilà. Donc, quand on essaye de collecter des archives, et comme Agathe l'a fait, et comme elle expliquait tout à l'heure, elle essaie vraiment de pouvoir mettre des choses qui soient communicables. Donc, une barrière chronologique à 1920, l'idée, c'est quand même de faire en sorte, effectivement, qu'on puisse à la fois conserver la mémoire de ce qui se passe, de ce qui se fait, et la transmettre avec effectivement les délais un petit peu nécessaires. Et donc ça, c'est souvent une crainte. Mais au-delà de ça, donc effectivement, on voit qu'on a eu des archives, donc des dossiers de patients. Le docteur Dubois parlait des productions de ces patients. Et vous êtes un petit peu à la croisée aujourd'hui. Les patients, est-ce que vous constatez, comme le montrait Hervé Guillemin tout à l'heure, qu'il y a une évolution non seulement de la psychiatrie, mais peut-être aussi des patients qui sont pris en charge et dans votre activité de médecin de liaison, vous voyez peut-être évoluer cette population, cette patientèle. Oui, on voit un élargissement du nombre de patients. C'est vrai que quand on prend le terme de santé mentale, ça recouvre plus de patients et actuellement, on prend en charge des patients qui présentent des problématiques qui autrefois ne relevaient pas de l'aliéniste ou du psychiatre du XXe siècle. Pour la question, vous parliez de la question des sources tout à l'heure. Effectivement, c'est une question qui va se poser pour les historiens de demain. Mais c'est vrai qu'on est confronté, je crois que c'est peut-être Agathe qui l'a dit tout à l'heure, qui a parlé de l'évolution vers le numérique, donc la numérisation, les archives numériques. Effectivement, c'est toute une problématique. Mais peut-être sans se lancer dans ce débat qui est peut-être un petit peu complexe et très technique, je pense que ce que Agathe a pu trouver, par exemple, dans les archives de la maison de Charenton, ce que le docteur Dubois a pu découvrir dans les fonds anciens de l'hôpital Sainte-Anne, on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut continuer à avoir des constitutions comme ça de séries qui donne lieu à une matière qui puisse être exploitable, indépendamment, encore une fois, de questions de communicabilité, de traitement, etc. Mais une fois écarté ça, est-ce qu'aujourd'hui, on continue à produire des données, des ensembles de données qui permettent de cerner un petit peu et de continuer à écrire, pourquoi pas, des histoires de patients comme celle d'Elisabeth, d'Henriette, etc. Est-ce qu'on va pouvoir, finalement, c'est peut-être aussi l'inquiétude des historiens, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer le travail ou bien, comme disait Hervé Guillemin tout à l'heure, je reste dans les années 50 parce que ça va devenir difficile. Il y a probablement une diversification des sources aussi. C'est vrai que le matériau auparavant semblait être principalement les dossiers médicaux. Là, on sent que les sources, elles sortent de l'hôpital aussi, dans les médias, dans les documentaires. Je pense aux réseaux sociaux, par exemple. Les expertises des psychiatres au tribunal. C'est de nouveaux matériaux qui, je pense, existaient moins au XXe siècle ou au XIXe siècle.
Et oui. Donc, il y a une diversification. Je pense aussi à la recherche qualitative qui prend plus de place actuellement dans la médecine en général et dans la psychiatrie. Il y a eu un peu une réticence des psychiatres à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, de faire de la recherche qualitative parce que c'était perçu comme une recherche plus molle, moins statistique, moins scientifique. Et finalement, on revient un peu de ça. Et actuellement, dans la recherche qualitative, on donne plus la place à la parole des patients, à leur vécu, à leur subjectivité. Je parle des patients, mais aussi des soignants, qui sont aussi perçus comme un sujet de recherche, et puis les familles. Vous parliez d'un équilibrage tout à l'heure. Je pense que c'est ce qui se passe dans la recherche qualitative. Et par exemple, Agathe, puisque vos sources allaient bien au-delà de 1920, est-ce que vous avez vu une évolution dans le matériau qui était mis à votre disposition? Est-ce que vous l'avez traité ou bien est-ce que vous avez dit, bon, je n'ai pas le temps puisque je suis en thèse, etc. Mais est-ce que vous avez quand même regardé un petit peu? Vous avez senti cette évolution du matériau archivistique? Oui, alors déjà, j'ai pu surtout constater quelque chose d'absolument dramatique pour mon temps de travail, c'est-à-dire qu'on arrête de tout mettre en registre, ce qui était absolument merveilleux en fait, parce qu'un registre, c'est relativement simple à classer. Un tas de papiers vaguement mis dans des pochettes de toutes les couleurs avec des post-it à mettre aux archives, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, et puis on voit des typologies aussi qui arrivent et qui correspondent à la sectorisation. Par exemple, tous les gros travaux d'humanisation qui sont aussi vraiment des travaux architecturaux. Donc on parle des hospitalisations, on parle des nouveaux guichets, mais en fait, du coup, on les voit apparaître aussi sous format papier dans cette administration de papier qui prend un peu une autre forme. Donc ça oui, ça se voit même juste vraiment dans la forme du fond d'archives. Et ça m'a vraiment amusé que vous disiez ça tout à l'heure, parce qu'en fait, je l'ai déjà entendu plein de fois dans ma toute petite expérience. Moi, j'ai la chance formidable d'être en sociologie. Donc, j'ai décidé de me balader au 19e siècle, mais la plupart de mes collègues, en fait, ils sont plutôt dans des méthodes ethnographiques dans les services. Et c'est pour ça aussi que je me permets d'affirmer les continuités administratives, quelquefois le support, parce qu'en fait, on parle quand même des mêmes dossiers à la fin, et je leur rappelle, mais en fait, moi aussi, j'ai ça, ou alors, c'est pas si différent. Et j'aime bien un peu dans ces échanges-là, souvent organiser des choses où il y a des praticiens. Et donc, j'ai déjà eu cette phrase des praticiens. J'avais pas conscience à ce point-là qu'on lisait les dossiers. Et je l'ai entendu dans d'autres espaces aussi. Notamment pour l'aide sociale à l'enfance. Il y a un historien qui travaille beaucoup dessus et qui travaille aussi sur les pratiques d'égo-consultation des gens de leur dossier, qui s'appelle Antoine Rivière, qui me racontait justement exactement la même chose que du coup, maintenant qu'on fait attention à cette histoire administrative, les équipes ont un petit carnet où elles notent ce qu'on ne peut pas écrire dans le dossier. Et évidemment, le petit carnet, je ne suis pas sûre que j'obtienne le petit carnet à la fin. Mais c'est là où peut-être, enfin, tout autant que je pense que la santé mentale est un droit, et que là-dessus, c'est politique et pas seulement médical, évidemment, je pense aussi que les archives, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, autant pour la clinique, d'ailleurs, il y a toujours des bases de données massives qui se constituent maintenant, enfin, dans des entrepôts de données pas possibles. Mais du coup, dans l'accès, la conservation et la communicabilité des archives, je pense il y a vraiment un enjeu politique à défendre qui permet de repenser les sources, qui permet de repenser la pratique pour la clinique et qui du coup doit être discuté non pas des archives de la structure définitive avec l'archiviste de l'établissement. Il faudrait vraiment, je pense pour moi, que ça prenne la forme d'une table ronde avec des usagers de la psychiatrie, avec des praticiens, avec toutes les formes de relais qui peuvent exister de la famille. Et je pense que c'est là qu'on peut défendre une archivistique qui soit vraiment purement citoyenne et politique. Là, je crois que l'actualité est sur les cahiers de doléances, mais je pense que c'est valable pour absolument toutes les sphères de l'administration publique, parce que c'est ça, normalement, les archives publiques. C'est la trace des administrations pour demander à l'État de rendre des comptes et de montrer sa pratique. Et donc, je pense que c'est aussi une place de la médecine. Pas seulement rendre des comptes, quand même. Docteur Dubois, donc vous avez ce matériau que vous avez décrit tout à l'heure, la collection du musée. Est-ce que vous avez aussi dans votre responsabilité la gestion des archives de l'hôpital avec des dossiers de patients, ou bien est-ce que c'est un champ qui ne... Ah non, pas du tout, vous vous rendez compte, ça serait trop énorme. Non, non, pas du tout. J'ai la responsabilité, oui, de toute cette collection. D'ailleurs, qui est organisée en deux fonds différents, hein. Elle est organisée dans un fonds muséal. Les deux sont reconnus Musée de France, mais les deux ont des destinations différentes. Il y a un fonds muséal
avec un inventaire et un fonds scientifique ou une collection d'études qui est beaucoup plus important en nombre, mais évidemment beaucoup moins significatif sur le plan artistique, même psychiatrique, mais qui est toutes les œuvres que les patients ont laissées à l'issue d'ateliers thérapeutiques depuis les premiers ateliers qui ont existé à Sainte-Anne, enfin, en tout cas dans ce service, c'est-à-dire 1954. Il y a très longtemps quand même. Alors, je vais poser la question qui tue et tous les archivistes dans la salle vont me comprendre. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il n'y a pas quelqu'un qui vous a dit, mais si vous ne mettez pas les œuvres dans le dossier du patient, il manque le contexte et donc... Mais c'est pas ça qui est intéressant forcément. Et puis ce que produit un patient, alors là, ça nous amène dans d'autres considérations. Ce ne sont pas forcément des documents. C'est quelque chose qui est... Alors, si c'est ce qui était produit avant les années 50, enfin avant les ateliers par exemple, avant les ateliers thérapeutiques, spontanément, c'est ce qui est produit spontanément par ces patients-là, c'est souvent quelque chose qu'un dossier médical ne peut pas forcément totalement expliciter. Alors, après, il y a évidemment des artistes dans la collection dont on a des biographies, parce qu'il y a aussi des artistes très connus, comme Aloïs Corbas, par exemple, enfin des choses comme ça, dont certaines œuvres sont à Lausanne, d'autres au LAM à Villeneuve-d'Ascq, etc. Donc, bien sûr, il y a une documentation, mais c'est une documentation qu'on veut plutôt biographique, mais pas forcément médicale. Bon, souvent, on peut savoir plus ou moins quelle était sa pathologie, mais c'est pas ça qui est important là. C'est pas de relier une œuvre à sa pathologie et à son histoire psychiatrique du tout. C'est faire en sorte justement que ces patients existent, ou c'est comme artiste ou comme producteur d'une histoire, mais pas forcément relié à sa pathologie, parce qu'un homme n'est pas que sa pathologie, il est plein d'autres choses, et sa production artistique, elle n'a pas forcément à être reliée à sa pathologie. Même si on a des dossiers artistes avec parfois des biographies, mais quand on fait des catalogues, enfin à chaque exposition, on fait des catalogues, on fait des notices biographiques, on peut dire il a été à tel ou tel endroit, mais on ne fait pas quelque chose d'une systématisation d'un lien entre la production et la pathologie. Donc, c'est pas des archives, même si on a des inventaires, enfin comme dans tous les musées, des inventaires réglementaires, mais ce ne sont pas forcément des archives. Je vais me tourner vers la salle. Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions à poser à nos intervenantes? Oui, Hervé, bien sûr. Autorisé à l'idée de poser une question, le directeur général, pas. Je vais m'adresser, je peux commencer? Je vais m'adresser à vous, Agathe Manoukian, c'est ça? À propos de Charenton, est-ce que vous avez retrouvé trace du docteur Henri Baruch? Parce que Oui. c'était un psychiatre qui était un peu original en ce sens qu'il faisait une enquête qui est interdite maintenant aux médecins psychiatres et qu'il a comme ça vu les internements abusifs par des familles notamment qui tiennent à l'argent, comme ça a toujours été et comme c'est toujours encore. Et ce que mon maître, le professeur Fontan, avait fait aussi, un monsieur qui était furieux, qui se démenait dans tous les coins, lors on était tous réunis et il nous a demandé, à votre avis, qu'il faut le garder en internement ou pas? Et moi, j'ai mis l'hypothèse que peut-être que c'était sa famille, ce qui était vrai. Mais j'étais la seule et c'est dommage parce que j'étais qu'externe et les internes et chefs de clinique n'avaient pas pensé à cette hypothèse-là. Bon, c'était ce que donc vous ne l'avez pas cité, mais
vous en avez pris note, je vous remercie. Oui, oui, je veux bien qu'on échange après, éventuellement sur les souvenirs. Mais oui, oui, alors c'est marrant parce que c'est vraiment l'inclassable de la psychiatrie du XXe siècle. Henri Baruch, on ne sait pas trop. Enfin, il a sa propre école, mais qui en même temps n'a pas fait école. Et en même temps, on peut pas ne pas le prendre en compte, cet Henri Baruch, parce qu'il était très médiatique. Et oui, alors déjà dans la collecte que j'ai pu effectuer, en fait, un très beau fond qui a qui est pas un fonds privé, qui est son fonds à lui, mais qui est vraiment son fonds de médecin. Donc les dossiers patients du personnel, pardon, les dossiers patients des personnes qu'il avait en consultation à Charenton. Et l'historienne qui a été citée, Marie de Rien, a pu les consulter. Et ce qu'elle m'a expliqué, parce que moi je suis allée plus rapidement, j'ai pas consulté chaque dossier, c'est qu'en plus c'est que des consultations externes. C'est pas des gens qui sont dans son service à Charenton, donc c'est assez passionnant. Et puis voilà, il y a toute une histoire autour d'Henri Baruch, qui est un médecin résistant de la Seconde Guerre mondiale, qui aurait caché des enfants à l'intérieur de la maison de Charenton, qui lui-même revendiquait le fait qu'il était juif et portait l'étoile jaune, mais restait en poste. Juste, il est excusé des réunions de la direction, mais je crois qu'il est vraiment excusé fin 44, quelques semaines. Et puis, en fait, une fois qu'on se rend compte qu'il est là, ce monsieur Baruch, il est omniprésent, parce qu'il est à la retraite dans les années 60. En 75, il est encore là, il est à toutes les réunions. Je ne sais pas pourquoi il est là, mais il continue à être là. Et puis, il a vécu 101 ans, d'ailleurs, je crois. Enfin, c'est un grand monsieur. Mais je pense que ça fait aussi partie, quelque part, peut-être, de cette maison de Charenton un peu méconnue que je disais tout à l'heure, qui est en fait, on répète toujours la même chose sur la maison de Charenton. C'est la première institution officielle que le directoire ouvre pour le rétablissement complet de la folie. Voilà, Michel Foucault a écrit dessus et c'est merveilleux. Je suis très émue de toucher les mêmes archives que lui. Je me dis, je prends un peu de son génie. Mais voilà, il y a encore une autre thèse en ce moment qui est là-dessus et tout le monde travaille là-dessus. Mais je pense qu'il y a toute une histoire à faire de la psychiatrie à Charenton et notamment avec cette espèce de médecin original, mais qui représente quelque part la profusion milieu XXe siècle. Enfin, c'est moins ma période, mais de la psychiatrie. Et donc oui, voilà, il est là. J'ai classé Baruch quelque part, ce qui est pas évident. Et surtout, il a amené un très très beau fond, parce que du coup, je mens du coup effectivement quand je dis que j'ai pas de dossier patient, mais c'est pas du tout ma période. Mais voilà, il me semble que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mètres de dossiers qu'il a classés alphabétiquement pendant 30 ans de personnes qu'il a en consultation externe, des années 20 aux années 50-60. Voilà, très beau fond. Il faut faire une demande de dérogation, mais très beau fond. Bonsoir. Je ne sais pas si en tant qu'historien et en tant que sociologue, vous avez des données et un regard sur la façon dont on parlait de la santé mentale par rapport à aujourd'hui, de qui se saisit du sujet, avec qui comme invité, dans quel espace. Est-ce qu'il y a des éléments d'espace médiatique, d'événements organisés que ce soit du point de vue historique ou enfin, sociologique, de comment c'était fait par rapport à aujourd'hui, par exemple. Demander à Hervé de... Moi, je te passe le micro. Mais Il y a une chaise là. Et les espaces, vous voulez dire les espaces médiatiques où on parle santé mentale? J'en ai décrit quelques-uns pour le début du XXe siècle. En fait, ils existent dès le XIXe siècle. Dès qu'il y a de la psychiatrie, il y a des récits de patients qui sont publiés, donc très très petit tirage ou à compte d'auteur, etc. Et puis la presse, évidemment, devient le lieu où on en parle beaucoup. Moi, ce que je vois beaucoup changer à partir des années 70, c'est quand les patients commencent à produire leur propre discours, notamment dans ces fanzines, alors qui sont conservés un petit peu aléatoirement, mais on a des grandes collections de fanzines, les garde-fous, ce genre de choses, les cahiers pour la folie. Il y a vraiment des textes intéressants où les patients parlent de leurs conditions dans les années 70. Donc effectivement, les années 60-70 ouvrent des espaces de discussion médiatique plus intéressants. Moi, j'ai fait travailler quelques étudiants sur la psychiatrie à la télévision, par exemple. On en parle beaucoup aujourd'hui de la santé mentale à la télévision, mais c'est déjà le cas des années 50-60. Regardez, vous les trouvez assez facilement sur le web, toutes les premières émissions de Igor Barrère sur la psychiatrie. Et alors parfois,
On voit des grands patrons en blouse blanche parler des neuroleptiques, etc. Mais parfois, on voit des expériences vraiment intéressantes, réformatrices dans les années 70. On voit le secteur à la télévision. Et puis, on donne parfois la parole aux patients dès les années 70. Moi, j'étais vraiment frappé par ça. Il y a un espace qui s'est ouvert assez vite quoi, sur ces questions-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Pas sur le film Mon oncle d'Amérique. Ouais, c'est quoi, c'est au dossier de l'écran, c'est ça ou c'est ouais. Et Henri Barouk, par exemple, il fait je crois que dans les archives de l'INA, il est facilement trouvable. Il passe à Apothéose pour parler de ça. Apostrophe. Pour parler de ça. Son apologie. Et enfin, c'est plus son apologie d'ailleurs, mais bon. Et sinon, pour la période plus Troisième République, comme l'a dit Hervé Guillemin tout à l'heure, il y a un anti-aliénisme qui suit directement la naissance de l'aliénisme. Et à Charenton, c'est très visible parce que Charenton a accueilli sous l'Ancien Régime par lettre de cachet, donc par ordre du roi. Donc il y a cette espèce de spectre de maison de force et de séquestration arbitraire qui est un peu, qui revient souvent. Et du coup, quand il y a la presse de la Troisième République, il faut rappeler le pouvoir de circulation de la presse et des imprimés, c'est un espace médiatique très important. Il y a régulièrement des affaires qui vont jusqu'au cours, en fait, hein, de séquestration arbitraire. On en a mis une dans l'exposition que Philippe Artière a relevée d'un monsieur qui s'appelle Depuis Parlier, qui s'évade et qui ensuite fait rédiger ce qu'il appelle sa séquestration arbitraire dans la presse. Il y a un procès, il y a régulièrement des procès. Et on a aussi mis justement dans l'espace d'exposition, alors là, j'ai prêté ma voix à la parole de la personne, mais Ercile Rouy, qui est interné, il y avait Yannick Ripa qui l'a un peu découverte dans les archives en fait et qui a fait un ouvrage dessus. Ercile Rouy est interné justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. On suppose que son frère voulait accaparer sa fortune. Elle est internée, elle est baladée d'asile en asile pendant 14 ans, le premier étant la maison de Charenton. Évidemment, plus elle crie son innocence, plus on considère qu'elle est folle. Mais quand elle sort, elle publie ses mémoires des aliénés et c'est un gros succès. Elle fait des tournées et des conférences sans cesse, à tel point que Gambetta lance une refonte quand même du projet asilaire qui sera avorté par la guerre franco-prussienne, mais il y a quand même un projet de loi qui est établi. Et ça, il y en a plusieurs quand même qui occupent l'espace médiatique de manière assez importante. J'ai vu que Louise Michel aussi, elle faisait toute une tournée de conférences fin 19e sur l'asile. Donc c'est une période assez ancienne, mais je pense que c'était quand même un espace de dialogue très important, même s'il était textuel, et avec des conférences et des universités populaires. Donc c'est pas apostrophe, mais c'est déjà ça. Juste, si je peux rajouter juste un truc, c'est qu'il y a un média extraordinaire où on cause de santé mentale un peu en dehors du champ psychiatrique, c'est la radio et c'est les émissions de nuit à la fin des années 60, début des années 70, où les gens parlent assez librement. On parlait de suicide tout à l'heure, de leur vie, et ça se passe un peu en dehors du champ psychiatrique avec ces voix que vous connaissez, Ménie Grégoire et puis après d'autres. Oui, vous parlez de la télévision, de la radio. Je pense aussi aux documentaires où la parole est donnée aux patients. Je pense au documentaire de Raymond Depardon ou là plus récemment de Nicolas Philibert. Et en tant que psychiatre actuellement, je trouve qu'on a l'impression que les médias se font plus le relais d'un mouvement de déstigmatisation, d'ouverture de la parole des patients. Et je trouve à titre personnel que c'est quelque chose de positif et qui, je pense, pourra aussi enrichir les recherches des historiens. Médiatique assez faible sur la santé mentale. Et c'est très très dommage. C'est pour ça que je parlais du film Mon oncle d'Amérique, ce film de Resnais où on voit intervenir Henri Laborie et ça suscite le débat. Ensuite, il y a le film sur Camille Claudel de Bruno Nuiten. Et puis, on a vu Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est-à-dire, il y en a l'impression qu'il y a une sorte d'acmé, enfin, de pic, et puis que tout ça retombe et que la société, finalement, elle n'a pas très envie d'en parler. Et j'ajouterais que, en fait, l'exemple que tu as développé du Mans et des hôpitaux, enfin, des asiles départementaux, montre qu'il y avait aussi beaucoup de porosité entre les lieux et les habitants à côté, ce qui est pour nous, enfin,
assez troublant, mais quand on rentre dans ces hôpitaux aujourd'hui, il y a beaucoup d'archives encore qui n'ont pas été archivées par les archives départementales parce qu'elles ne peuvent pas tout prendre, et qu'on voit qu'il y avait des fêtes, les fêtes des villages, il y avait, bon, comme vous le dites, madame, on ne sait pas très bien qui est infirmier, qui est patient, qui est habitant du village. Enfin, moi, je l'ai vu dans la Manche, on le voit dans plein d'endroits, hein, les fêtes de la Saint-Jean, le carnaval. Enfin, il y a plein de scènes comme ça qui sont pas le carnaval. Enfin, c'est pas le bal des fous, hein, c'est vraiment des moments de sociabilité qui sont forts et qui sont très, très, comment dire, très documentés. Euh, Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une question pour Madame Dubois, pour le musée de l'hôpital, enfin, des arts de l'hôpital Sainte-Anne. Oui, allô. Et donc j'avais une question pour Madame Dubois. Plusieurs questions. Le type d'œuvres qui sont présentées, donc ce sont des dessins, des peintures, mais s'il y a aussi d'autres œuvres, je ne sais pas, musicales ou autres. L'analyse, le lien que vous faites entre la folie, le génie et la création. Et puis enfin, si l'entrée est libre ou payante pour ce musée. Oh, on pourrait rester des heures avec ces 3 questions-là. Quel type d'œuvres? Ce sont des œuvres essentiellement, imaginez qu'une grande partie, par exemple, du fonds muséal est constituée d'œuvres qui sont antérieures à 1950. Donc, c'était des œuvres spontanées, les patients, ils prenaient ce qu'ils avaient sous la main. Au mieux, de temps en temps, les psychiatres reconnaissaient qu'ils étaient en train de faire quelque chose, d'une part qu'ils aimaient, d'autre part qui leur faisait du bien, et éventuellement ils leur donnaient des papiers, des crayons, des peintures, enfin ça dépend. Mais donc ça c'était donc la majeure partie de ce fonds est constituée d'œuvres sur papier. Dessins ou gouache, quelques huiles, mais c'est beaucoup plus rare. C'était dans des conditions très différentes. Donc, c'est des œuvres assez fragiles et ça pose des questions de conservation aussi importantes. Donc, voilà, ça c'est pour... Il y a quelques sculptures et en particulier la dernière acquisition de taille du musée, donc je vais en parler. C'est un plancher gravé de 15 mètres carrés qui est en ce moment présenté dans notre musée et qui est une œuvre extraordinaire qu'on a un peu sauvé des eaux, c'est le cas de le dire, parce qu'il était exposé de façon non conforme et il a été extrêmement abîmé. Donc il y a eu une campagne de restauration de 2 ans. Maintenant, il est exposé comme un plancher et comme une œuvre unique gravée par quelqu'un qui n'a jamais été hospitalisé, qui sans doute avait des troubles psychiatriques, mais il n'a jamais consulté personne. Donc on essaye de ne pas faire de diagnostic rétrospectif, mais on s'émerveille devant cette pièce. Donc il y a la plupart des œuvres sur papier et cette pièce monumentale de chêne gravée. C'est le plancher de Jeannot, c'est ça. C'est ça. Autrefois devant Sainte-Anne. Il était dans ces caissons qui ressemblaient à des abribus et qui n'étaient pas étanches. Alors, vous voyez, c'était quand même intéressant. Enfin, c'est aussi intéressant de savoir qu'à un moment donné, quand on en arrivait à Sainte-Anne, la première chose absolument, c'était le plancher de Jeannot. Oui, encore que vous aviez été curieux parce que comme il était un peu de côté, c'était pas forcément évident de tomber dessus. Mais bon, mais c'est bien. Donc, en tout cas, là, il est beaucoup plus facile à voir, à lire et on peut imaginer plein de choses à son égard. Alors, la deuxième question, c'était les liens entre le génie et la folie. Bon, depuis Aristote, qui a commencé avec ça, ça a été... il y a eu le problème 30 pose la question, mais déjà Aristote disait que il y avait peut-être des liens, mais qu'il fallait que ce soit une petite dose de folie pour que ça soit suivi de quelque chose d'éventuellement génial. Et puis, il y a des gens qui sont un peu fous.
beaucoup très fous et qui ne produiront jamais rien de génial. Donc il faut faire très attention à ça, hein. Après, selon les époques, si vous partez d'Aristote, si vous passez au Moyen Âge, si vous passez à la Renaissance, si vous passez, le lien entre la création et la maladie est totalement différent. C'est le 19e siècle qui a énormément induit de confusion, puisque au 19e siècle, il fallait être malade quand même. Enfin, le lien entre la maladie et la création était très présent. Le prix d'entrée du musée, si je n'ai pas oublié votre troisième question, c'est 5 euros, madame. Absolument. Absolument. Votre prénom sur le petit carnet qui accompagne le dossier, une sorte de carnet intime. Et en étudiant le Covid, on a eu exactement la même chose, c'est-à-dire que des soignants ont fait en quelque sorte la double archive, l'archive officielle et l'archive qu'ils gardent pour eux, avec la peur d'une judiciarisation et de choses on ne peut pas dire. Et je trouve que pour l'historien, c'est quelque chose d'extrêmement troublant que ce double récit, une sorte de récit officiel et de récit qui met en jeu la sensibilité du soignant, son rapport au soigné, un certain nombre d'éléments qu'il ne veut pas qui soient portés à la connaissance. Et même, on observe en ce moment la destruction de ces éléments, dans la peur de la judiciarisation. Comment vous vivez ça? Comment l'historien vit ces procédures de judiciarisation qui amènent ce qui me paraît une perte de substance extrêmement dommageable? Je ne sais pas si je vais seule réussir à y répondre, mais en tout cas, j'essaye déjà d'avoir une éthique de la recherche et du coup, j'essaye d'avoir une éthique d'archiviste aussi. Et du coup, ça passe pour les périodes anciennes, moi, à être extrêmement prudente sur la parole d'un patient qui a déjà été subtilisée et mise par le médecin dans un dossier médical. Je ne suis pas forcément très à l'aise déjà avec ces archives-là. Du coup, je ne suis pas sûre non plus de souhaiter forcément subtiliser de nouveau une parole privée pour le bien de la conservation. Et c'est pour ça que je pense que la table ronde en amont serait idéale parce qu'il va falloir de toute façon dans tous les domaines déterminer pour toute fonction publique où est-ce qu'on distingue la trace privée et la trace de la fonction, l'archive privée et l'archive publique. Après, je pense que ça serait quand même dommageable que tout passe effectivement par des espèces d'archives subsidiaires qui sont vouées à la destruction. Cette espèce de stratégie, alors elle dit sûrement beaucoup de choses sur la façon dont le travail se fait aujourd'hui, mais d'un espèce de carnet qu'on cache. Je n'ai pas envie de voler le carnet au nez et à la barbe des agents, mais du coup, par contre, j'aurais vraiment envie de pouvoir discuter en amont de pourquoi cette écriture serait pas entendable dans un dossier administratif? Pourquoi elle poserait problème? Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, en termes de société, on n'est plus capable d'entendre tous les mots et tous les points de vue? Alors, je ne dis pas que tous les points de vue sont toujours audibles, mais en tout cas, effectivement, il y a peut-être une espèce de... Et bien après, je pense que c'est aussi une espèce de confusion plus ancienne, y compris dans le métier d'historien, entre l'archive et la preuve judiciaire. Enfin, on va très vite de l'un à l'autre et on va très vite de l'enquête policière à l'enquête historique. Donc peut-être qu'il y a un peu de ça qui perdure, mais c'est vrai que cette espèce de crainte de laisser des traces, je pense qu'elle pose des problèmes citoyens de manière générale. Enfin, il faut des traces, parce qu'il faut des traces pour discuter. Il faut savoir d'où on vient et ce qu'on fait pour savoir où on va et pour en parler. Mais je pense qu'il vaut mieux que ce soit toi qui... Non, merci. Moi, je suis pas trop inquiet. En fait, moi, je pense que l'historien, il s'adapte à ce qu'il a. Il va chercher la manière dont on a, nous, historiennes, on fait l'histoire de la psychiatrie. Souvent, on trouve des choses dans l'infra-institutionnel, l'infra-ordinaire, en quelque sorte, beaucoup plus intéressantes que dans les choses qui sont dans les papiers administratifs, ce que tu disais tout à l'heure, des kermesses, des trucs comme ça. Des fois, ça passe par la bande, ça passe par un témoignage oral, un bout de film, une photo dans la presse. Donc, en fait,
on est habitué à ça, et puis les formes d'enregistrement de la parole des patients et du soin, elles ont changé. Il n'y avait pas de dossiers médicaux comme ceux sur lesquels on travaille au XXe siècle, au XIXe siècle. C'était pas la même forme. Il y avait plus la parole du maire qui essayait de savoir qui est-ce qu'elle est payée pour. Voilà, donc on a des. Chaque époque va générer des traces différentes. Et c'est son boulot, l'historien, de trouver les indices de pratiques qui ne sont pas forcément évidentes. C'est clair que ça va changer considérablement les traces. Mais... J'ajouterais juste un mot, Madame la Ministre. Vous savez bien aussi que quand on quitte en politique, on quitte une fonction, bah, on ne laisse pas tout pour les archivistes. Et c'est pas d'aujourd'hui. Donc, je crois que la question finalement médicale, elle est, oui, non, mais c'est pour ça que je prends bien des précautions, mais je connais d'autres et nous le savons bien que ben, on laisse pas forcément tout et les historiennes et historiens ont toujours l'habitude de travailler avec un double vide, le vide fait par les acteurs. Et puis le vide fait par les archivistes, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'on ne peut pas tout garder du fonctionnement d'un hôpital psychiatrique, c'est pas possible. Donc il y a des choses qui passent à la poubelle, il y a des petites choses qu'on retrouve par des gens qui ont travaillé là, qui se font un peu les gardiens, qui sont des gens qui enfin, moi, j'ai été très frappé par ça parce que ça, c'est vraiment des nouveaux acteurs de l'archivisme qui font des associations d'anciens, par exemple, d'anciens infirmiers psychiatriques d'un lieu et ils gardent des choses et ils gardent des cahiers, par exemple, de liaison. On ne peut pas garder, vous ne pouvez pas à la PHP garder dans tous les services les carnets et les mains courantes. C'est pas possible. Mais on en trouve. Donc je me tais parce qu'il y a plein d'autres questions et il y a une psychiatre qui a besoin de parler. Oui, non, mais sur la question de ces carnets, je trouve ça très intéressant. En fait, ils contiennent une forme de subjectivité qu'on a tendance à s'interdire actuellement en tant que soignant. On va s'auto-censurer sur cette partie-là. Puis je pense aussi enfin, je découvre un peu aujourd'hui que c'est quelque chose qui est intéressant pour des chercheurs et nous, on ne le perçoit pas au moment où on écrit, au moment où on collige les différents documents qu'on peut obtenir de la part des patients. On n'a pas cette conscience du fait que c'est intéressant. Je pense par exemple j'ai un dossier avec tous les petits mots que les patients m'ont écrits, parfois des doléances, parfois des mots gentils, des dessins, plein de choses. Je ne sais pas quoi en faire et je pense que je me poserai un jour réellement la question de... Voilà, donc moi j'ai ça, si ça vous intéresse. C'est moi qui ai le micro, donc j'en profite. Bonsoir, je voulais vous remercier pour déjà l'organisation de cet événement et puis la qualité de vos interventions, c'est vraiment passionnant. J'aurais deux questions. La première, peut-être plus pour Madame la Ministre, je voulais savoir si cette question de la santé mentale, est-ce qu'elle était dans les tuyaux depuis, je sais pas, 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'il y a eu des déclics récemment? Vous avez parlé notamment du Covid. Donc question un petit peu générale par rapport à ça. Et sinon, moi je travaille sur les professionnels du mental dans le sport de haut niveau. Donc là, je m'adresse plus aux intervenants. Est-ce que vous aviez vu des choses sur le lien entre psychiatrie et sport ou santé mentale et sport de haut niveau? Enfin, voilà. Et si vous n'avez pas vu, c'est pas grave. Merci en tout cas. Oui, j'ai 2 heures là. Effectivement, la question de la santé mentale, de la psychiatrie et de la santé mentale revient régulièrement. C'est un sujet de santé publique majeur. J'ai moi-même mené un travail législatif important sur l'hospitalisation sous contrainte avec un certain nombre de dispositions législatives qui datent d'une loi qui porte
qui porte mon nom, hélas. Et il y a des choses qui ont été faites, en particulier au moment du Covid. Là, il y a le plan de 2018, évidemment, mais il y a, après le Covid, la montée du malaise psychique chez les jeunes qui a entraîné un certain nombre de dispositions, en particulier des possibilités de consultation gratuite chez les psychologues. D'abord, une, une disposition avec des consultations gratuites, 5 consultations gratuites, puis ensuite 12 consultations gratuites sans avance de frais, ce qui n'était pas habituel et qui a suscité un certain nombre d'oppositions dans le corps médical, parce que des consultations chez quelqu'un qui n'est pas un médecin n'est pas en général très apprécié. Enfin, comment dire, il y a des luttes corporatistes qui sont à l'œuvre et qui peuvent être extrêmement violentes dans la question de la santé mentale. Donc c'est pas toujours extrêmement facile. Mais je trouve ce qui est intéressant justement après le Covid, où on a vu pratiquement le doublement, après l'épidémie, le doublement du mal-être. Est-ce qu'on peut appeler ça une maladie psychiatrique? Je ne sais pas. Les médecins seront plus aptes que moi à répondre, mais on a vu vraiment une augmentation massive du mal-être psychique chez les jeunes et la nécessité d'une prise de conscience d'une santé mentale et non pas simplement d'une maladie psychiatrique. Mais il y a effectivement un travail de défrichage extrêmement important à faire. Mais je suis très incomplète dans ma réponse, vous ne m'en voudrez pas. Et peut-être donner la parole au docteur Laurent pour la question du sport de haut niveau. Alors, sur le sport de haut niveau, c'est vrai qu'on a vu, moi j'ai pu voir récemment des sportifs de haut niveau qui avaient une forme de burn-out du sportif. Et je pense que le concept même de burn-out, il montre une évolution aussi dans les classifications et un élargissement du champ de compétences du psychiatre. Et quand vous me parlez de sport, moi j'entends aussi le sport comme outil thérapeutique. Je vois plus les choses dans ce sens-là. Et c'est quelque chose qui se développe à la fois en santé mentale et en santé physique, sans chercher à opposer les deux. Euh, Actuellement, l'activité physique adaptée, et le sport comme moyen de rétablissement est un outil de plus en plus utilisé. Je dois dire. On est beaucoup rentré dans la question de la santé mentale chez les sportifs par le biais de la lutte contre le VHSS. Et que ça a été la principale clé d'entrée, que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les questions de harcèlement et les troubles psychiques qui étaient générés par les VHSS. Et sans doute était-ce une clé d'entrée intéressante et utile, mais elle était quand même fragmentaire, car on peut très bien ne pas subir de VHSS et avoir une santé mentale extrêmement détériorée dans le sport de haut niveau. D'autant que la question du sport de haut niveau fait rentrer dans la problématique le rapport avec les familles. Et je dirais que le double standard, la double injonction qui est faite aux sportifs de haut niveau par les entraîneurs et par les familles est quelque chose d'extrêmement douloureux, d'extrêmement déstabilisant. On le rencontre aussi dans un certain nombre de métiers artistiques. D'ailleurs, le fait du trouble qui est induit chez ces sportifs de haut niveau, chez des danseurs de l'Opéra de Paris, chez des jeunes acteurs, on l'a vu dans l'affaire Adèle Haenel et dans d'autres, fragilise et justement entraîne cette fragilité psychique, en fait de vous un gibier de choix pour les prédateurs sexuels. Donc tout ça, c'est une sorte de treillage, mais on quitte l'histoire là peut-être, pardon. Il y a d'autres questions. On va prendre les 2 questions qui restaient et puis alors c'est parfait. Puis après on clôturera. Donc on prend les 2 dernières questions.
Salut. Donc, désolée, j'ai pas trop l'habitude de parler en public. Moi, je suis venue par hasard. J'ai une collègue à Saint-Antoine, là à côté, qui m'a transféré l'invitation pour la conférence et je suis venue. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai appris plein de choses. Donc, merci à vous. Euh, Donc voilà, j'ai appris plein de choses sur les archives. Je ne me suis pas forcément découvert une passion pour les archives, mais en tout cas, j'ai appris plein de choses. Ma question, elle est simple. En fait, je me dis, dans un contexte où on a un dossier patient qui est quasiment 100% numérisé pour la PHP, un dossier qui doit faire face potentiellement à des cyberattaques, un dossier qui est modifié en permanence, par exemple. Dans le cadre de la psy, un patient qui consulte aux urgences et qui a un avis psy aux urgences, le dossier, en fait, il est pas, si le patient demande son dossier, il lui est pas remis tout de suite. Le psy va relire son mot, peut-être changer une formulation. Donc, comment, en fait, à partir de tout ça, sachant que c'est modifiable, qu'il peut y avoir des bugs, comment les historiens, vous pouvez garantir du coup la pérennité des informations sur le long terme et aussi l'authenticité des informations? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Peut-être que c'est une question piège pour vous, parce que moi, c'est vrai que je vois l'historien, je le vois avec beaucoup de papier, beaucoup de livres et tout, mais là, je me dis, dans quelques années, comment il va travailler? Voilà ma question. Je vais faire une toute petite réponse, après je vais laisser la parole quand même pour la PHP justement à Hélène Servan, mais de manière générale, juste en théorie archivistique, il y a l'idée qu'il faut absolument essayer de concevoir les archives numériques avec la même rigueur et la même ontologie que les archives papier. Et ça joue justement sur ce que vous avez dit, l'authenticité, c'est-à-dire que dans un monde idéal, il faut qu'on ait un système d'archivage électronique qui permette de conserver en fait toutes les métadonnées, parce que c'est vos métadonnées reliées à votre document qui permettent d'avoir toute l'historique des modifications, de la même façon qu'on pourrait retracer de manière un peu ethnographique les ajouts sur un document. Il faudrait c'est que sur enfin, c'est principalement la question de conserver des métadonnées reliées avec l'original qui nous assure de nouveau d'être dans l'original avec tout ce qui lui est arrivé. Mais voilà, ça c'est la théorie des archives. Sauf si cyberattaque, mais du coup de la même façon, sauf si inondation des archives papier. Donc de toute façon, ça, après, la question de la conservation, ça sera toujours le problème. Enfin, je compléterai cette réponse avec un autre aspect qui est celui de différencier le patient qui demande à consulter son dossier. Là, donc, il y a des règles qui sont prévues et la notion de dossier clos, c'est-à-dire qu'on considère que un dossier est clos s'il n'y a pas de mouvement, de nouveau passage pendant un délai de 20 ans. Et donc, au bout de ce délai de 20 ans, on va dire à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je garde le dossier, je l'archive ou est-ce que je l'élimine? Donc, on considère qu'il y a ce délai de 20 ans. Mais un patient qui serait pris en charge en 2016 et qui consulte très régulièrement jusqu'à 2036, on ne va même pas se poser la question de devenir de son dossier tant que ce dossier continue d'être alimenté. Donc, la réflexion sur le devenir de ce dossier et la manière dont on va traiter n'interviendra que 20 ans après le dernier passage. Donc, ça prend un certain temps. Et effectivement, après, il y a des choses qui sont mises en place en termes de sélection, etc. Mais voilà, donc effectivement, comme disait Agathe, il y a aussi le fait que quand vous intervenez sur un document numérique, chaque mouvement est tracé. Vous avez un journal des opérations qui permet de savoir. Donc, on peut revenir, de même que sur un papier, on peut très bien revenir et modifier. Je crois que là aussi, l'historien ne prend pas comme parole d'évangile et comme vérité intangible ce qui est écrit. Il prend ce qui est écrit. Il essaye de voir effectivement s'il y a eu des modifications ou pas. De même que quand on a un document qui n'est pas daté ou avec Paris le et pas la date, et puis on a le même avec une date derrière, on se dit est-ce que c'est un brouillon, c'est une reprise? Il y a toute une critique externe à faire, donc je pense que ça fait partie du travail et de l'archiviste quand il écrit et de l'historien quand il utilise ce matériau pour le prendre ce qu'il est, le retourner dans tous les sens, le flairer, et puis de dire moi voilà les conclusions que j'en tire. Après, l'histoire n'est pas une source exacte et c'est comme ça qu'on a des débats entre historiens. Et si vous me permettez, Hélène, j'ajouterais, et s'il y a encore des historiennes et des historiens qui travaillent sur l'histoire, on va dire, des troubles psychiques, de la prise en charge, de l'accompagnement, ce qui ne va pas de soi, et c'est pour ça qu'on avait eu envie de faire cette soirée, aussi pour donner envie
de faire avec cette conférence notamment d'Hervé, parce que il y a une historiographie importante, mais il ne faut pas imaginer que c'est toute l'histoire. C'est un tout petit bout de l'histoire, et en tant que comité d'histoire, je pense que je parle pour un certain nombre d'entre nous ici, l'idée c'était aussi de donner envie. Et donc de donner envie pour l'avenir à un certain nombre de gens. Et je crois que vous démentirez pas que c'est une historiographie qui a eu des heures de gloire. Alors oui, il y a eu Michel Foucault, mais il y a eu aussi des moments où il n'y avait plus rien. Et puis là, il y a un renouveau tout à fait intéressant. Et c'est aussi en l'honneur de ce renouveau, de cet intérêt pour les patients, pour leurs archives, pour aussi peut-être un regard, on dirait, disons, mondial sur ces questions. Vous n'avez pas été, enfin, vous avez bien vu que, par exemple, la question de la psychiatrie coloniale, eh bien, elle traverse aujourd'hui le champ. Et il y en a beaucoup d'autres. Et donc, c'était ça, je crois, si je puis me permettre, l'idée de nous réunir ce soir. C'est plutôt un désir de partage et que ça avance, voilà, et de profiter du fait que c'est une grande cause nationale, mais aussi pour l'histoire de la santé, alors de la santé mentale, même si on va dire que de la santé tout court, et ce qui est vraiment important. Bah oui. Dernière question là. La dernière. Vous êtes privé, vous vouliez, mais vous ne pouvez pas. Moi, si, si on a une deuxième, on va la prendre aussi. Elles seront courtes, deux courtes questions. Bonsoir. Moi, je voulais d'abord dire un petit mot sur la tenue du dossier. Donc, je suis psychiatre à l'hôpital public. Donc, je peux dire sur l'authenticité, effectivement, de ce qui est noté, mais aussi sur la richesse sémiologique de ce qui maintenant apparaît dans les dossiers. Il y a une évolution quand même très importante hein, en 20, 30, 40 ans. Il suffit de regarder les dossiers des patients il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, on a tendance à avoir une description sémiologique de plus en plus pauvre. Par exemple, on va dire HAV pour hallucination acoustico-verbale et on va s'en tenir là. On ne va pas donner le contenu hallucinatoire, on ne va pas dire ce que disent les voix. Donc, on réduit considérablement la description sémiologique dans les dossiers. Ça, c'est une première chose. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de s'appuyer sur la parole des patients qui, effectivement, émergent de manière beaucoup plus publique avec des productions littéraires, des apparitions dans des documentaires, etc., où ils prennent une parole qui vient un peu, certes, rééquilibrer la parole médicale, mais même la compléter, voire l'écraser, puisqu'elle est quand même assez pauvre aujourd'hui, je trouve, en termes sémiologiques. Elle est pauvre aussi parce qu'on a peur, effectivement, de se faire taper sur les doigts ou de se faire attraper d'une manière ou d'une autre, parce que on ne pourrait pas justifier une prise de décision qui serait qui serait en raccord avec ce qu'on a écrit. Par exemple, dans les territoires où il n'y a plus de lits pour hospitaliser les patients, on va modifier son écrit et on ne va, par exemple, pas noter qu'il y a des idées suicidaires. Donc, la question de l'authenticité, elle se pose au regard des moyens dont on dispose pour soigner les patients. Et quand on n'a pas de lit d'hospitalisation, on minimise le récit médical, on minimalise et on banalise la sévérité des symptômes. Donc ça pose la question aussi pour les historiens ou les sociologues, c'est peut-être plus une temporalité de sociologue, de faire peut-être de mesurer le delta entre ce que le clinicien observe réellement et ce qu'il note éventuellement dans son petit carnet et ce qu'il note réellement dans le dossier. Il y a un delta qui peut être extrêmement important dans ce qu'on se dit entre deux portes, entre les cliniciens et ce qu'on note dans les dossiers, puisqu'on ne peut pas toujours fournir les soins qui seraient appropriés à l'état clinique du patient. Juste la toute dernière question pour ne pas faire de frustrés. Merci. Bon,
En fait, la santé mentale a diverses acceptions, dont une en termes de santé publique. Et là, l'enjeu en termes de santé publique, c'est justement de rendre l'approche de la santé mentale intersectorielle, donc de dépasser en fait les institutions ou une institution comme l'institution psychiatrique. Jusqu'à maintenant, les historiens ont quand même beaucoup travaillé sur une institution, sur les archives d'une institution. Est-ce que l'enjeu, le défi de l'histoire de la santé mentale, c'est pas aussi de construire cette histoire dans une intersectorialité? Vous avez évoqué, Monsieur Guillemin, d'ailleurs, la notion de transinstitutionnalisation plutôt que de désinstitutionnalisation de la psychiatrie. Donc, est-ce que c'est pas ça l'enjeu pour l'historien et le défi sans doute à relever aussi? Oui, c'est évident et on est plusieurs à tenter de le faire. C'est pas toujours simple parce qu'il faut que, voilà, l'idée de faire une histoire centrée patient, c'est aussi l'idée de suivre le parcours du patient pour essayer de voir justement ces prises en charge transinstitutionnelles. Moi, je me souviens de dossiers de patients en hôpitaux psychiatriques dans les années 60-70, et puis on les voit partir massivement vers les hospices, par exemple les maisons de retraite. Donc il y a effectivement tout ce travail à faire. Il faut que l'historien sorte je dirais, de l'hôpital aussi. Les historiens et historiennes ont commencé à le faire. Hein, les collègues qui ont travaillé sur les colonies familiales de Dun-sur-Oron, Aînay-sur-le-Château, Aînay-le-Château, ils essayent de suivre ces patients chroniques âgés d'une institution à l'autre. On y arrive, on commence à y arriver. En tout cas, ça fait partie du programme de recherche, quoi. Mais c'est effectivement beaucoup plus déstabilisant que de rester tranquille dans son asile, quoi. Ça, c'est sûr. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie vraiment très sincèrement tous d'être venus en nombre ce soir, puisque nous avons eu jusqu'à 20 personnes en ligne et j'ai compté à peu près 50 personnes dans la salle. Donc, voilà. Je tiens à remercier tous nos intervenants, Hervé Guillemin, le docteur Dubois, Agathe Méridien-Manoukian et le docteur Laran qui a accepté de se lancer dans l'aventure. Et donc, il y aura un prochain événement qui sera organisé au mois d'octobre et on vous tiendra tous naturellement au courant. Toutes les informations seront sur le site du comité d'histoire des administrations chargées de la santé. Merci à tous, très bonne soirée.